Bonsoir à tous. Nous allons commencer la conférence, dernière du cycle de conférences-débats organisé par les étudiants du Master RISE, Risques et Environnement. Nous sommes toutes très heureuses de vous accueillir ce soir pour débattre avec nos intervenants sur un sujet complexe, les espèces invasives et les menaces qu'elles pèsent ou non sur nos écosystèmes. Nos écosystèmes, à entendre les ensembles formés par une communauté d'êtres vivants en interaction avec leur environnement, que celui-ci soit naturel ou urbanisé par exemple. En effet, nous entendons fréquemment parler aujourd'hui de problématiques sanitaires et environnementales liées à l'apparition puis à la prolifération de certaines espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Tous, vous avez déjà sûrement entendu parler des ravages que cause le frelon asiatique, de la prolifération des rats, des problèmes sanitaires causés par l'ambroisie, ou plus récemment, de l'invasion des punaises de lit. Mais de quoi parle-t-on précisément ? Qu'est-ce que recouvre le terme d'espèces invasives ? Au cours de nos recherches sur le sujet, nous avons d'abord principalement rencontré le terme scientifique d'espèces exotiques envahissantes, abrégé aussi EEE. Ce terme désigne, selon la définition reprise par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, une espèce introduite par l'homme, volontairement ou non, sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels et ou les espèces locales. Toujours d'après les chiffres du ministère, les EEE sont aujourd'hui considérés comme l'une des principales menaces pour la biodiversité, constituant un danger pour environ un tiers des espèces terrestres et ayant déjà contribué à près de la moitié des extinctions connues à travers le monde. Pourtant, dans le langage courant, des espèces non répertoriées, espèces exotiques envahissantes, sont également désignées parfois comme invasives. C'est le cas, par exemple, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, plus communément désignées comme nuisibles, et de nombreuses autres espèces, parfois qualifiées d'envahissantes. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui s'affiche derrière moi, le rat est fréquemment désigné comme un nuisible, mais parfois, plus rarement, comme une espèce liminaire, dont nous verrons la définition par la suite. Tandis que le scolide d'Épicéa, un coléoptère parasite, le plus grand ravageur forestier d'Europe, il s'agit d'une espèce locale non introduite. Ainsi, en adoptant une définition plus large, englobant à la fois les espèces exotiques envahissantes et toutes les autres espèces pouvant parfois être désignées comme invasives ou envahissantes, nous tenterons avec nos intervenants de vous donner un aperçu global des problématiques que posent ces espèces, notamment concernant leur gestion dans les espaces urbanisés. Nous tenterons également avec eux de questionner notre rapport à l'animal, en rappelant que leur gestion passe encore beaucoup aujourd'hui par des méthodes létales. Après ces quelques définitions, je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je vais laisser la parole à Mariana, qui va nous présenter nos intervenants. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter nos 4 intervenantes. Romain Lesser, fondateur de l'entreprise Easy Group et chercheur au CNRS et INRAE. Madame Rosélie Pellens, chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle. Madame Amandine Saint-Vicence, cofondatrice de l'association PAS. Et Monsieur Pierre Athanas, vice-président à la métropole de Lyon à la biodiversité et la protection animale. Pour finir cette introduction, je vous laisse définir en quelques mots la notion d'espèce invasive selon votre expertise, en commençant peut-être par Madame Rosélie Pellens. La définition, c'est ça que... Oui. Bonsoir à tous. Comme je travaille je suis la négociatrice de la délégation française sur les sujets des espèces exotiques envahissantes pour la Convention de la diversité biologique. Pour moi, la définition que j'utilise comme définition de travail, c'est la définition qui vient d'être présentée, qui est une espèce exotique, est une espèce qui vit dans un environnement qui n'est plus dans son aire de répartition d'origine
Et une espèce exotique envahissante serait une espèce qui est capable de bien s'adapter dans cet environnement, de se reproduire avec beaucoup d'efficacité et ainsi affecter les espèces locales, la biodiversité locale, la nature, la qualité de vie des personnes et les plusieurs contributions de la nature pour l'homme, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la production énergétique et ainsi de suite. Il y a de nombreuses espèces. Dans l'année dernière, l'EIPBES, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ils ont produit ou publié un rapport autour de 600 pages, dont ici c'est un résumé pour les décideurs, sur les espèces exotiques envahissantes. Et cela montre qu'à côté, ce qui vient d'être dit, qu'à côté des espèces, à côté des autres moteurs principaux de la perte de biodiversité, tels que la destruction des habitats, la pollution, la surexploitation des ressources naturelles, la surpêche, et il y a aussi les espèces exotiques envahissantes comme un moteur majeur de perte de biodiversité, de perte de qualité de vie, surtout pour des populations qui vivent des ressources naturelles, qui sont les premières populations affectées, mais on sait tous que ce n'est pas uniquement et que les populations urbaines peuvent être fortement affectées par ces espèces. Et c'est un thème qui est connu par la Convention de la diversité biologique dès son origine, ça veut dire dès les années 92, ça fait partie des thèmes importants, mais qui a été toujours considérés un peu à côté. Et finalement, avec ces rapports, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a à nos jours environ 37 000 espèces exotiques retrouvées dans le monde et que ce chiffre est en train d'augmenter encore de manière exponentielle et que c'est environ 10% de ces espèces, selon les endroits, sont envahissantes. Merci beaucoup pour cette définition. Je laisse maintenant la parole à M. Athanase. Oui, sur les espèces exotiques envahissantes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats. Les définitions sont les mêmes pour tout le monde. Mais si on parle d'espèces invasives, chacun va avoir sa définition, puisque ça va comprendre évidemment les espèces exotiques envahissantes et ça va prendre également des espèces qui peuvent être des espèces locales qui, à un moment donné, pour une raison X ou Y, va effectivement proliférer. Le cas des scolites. Les scolites, ce n'est pas des générations spontanées. On a des scolites dans toutes les forêts, y compris en bon état. Et il suffit d'un épisode de stress hydrique. On est en train de le voir sur les forêts françaises de conifères en ce moment. Ça peut prendre des proportions qui sont très, très fortes. Espèces invasives, pour un élu comme moi, dans une métropole de la taille de Lyon, c'est quelquefois pour les gens les gros rassemblements des tourneaux en ce moment, en hiver. Et est-ce qu'on peut parler d'espèces exotiques envahissantes? Bien évidemment non, c'est vraiment une espèce qui fait partie du cortège de notre faune. Et est-ce que c'est envahissant? En fait, c'est simplement une opportunité pour eux d'avoir un refuge avec peu de prédateurs, pas de chasseurs, etc. Et donc ils rentrent en ville avec les nuisances que ça peut effectivement concerner. Pour d'autres, ça va être des espèces qui sont un petit peu les espèces commensales, les espèces qui vivent au contact de l'homme depuis j'allais dire la nuit des temps, peut-être pas, mais au moins la nuit de l'humanité. Les rats, les souris,
Déjà, les Romains s'en plaignaient et avaient trouvé des parades et ont amené une espèce exotique qui est devenue patrimoniale, la genette. Ce n'est pas parce qu'une espèce est nouvelle un temps et qu'elle peut paraître envahissante qu'au fil du temps, elle va garder son côté envahissant. La genette est maintenant en France une espèce patrimoniale, alors qu'elle est complètement exotique, puisqu'elle a été apportée certainement par les Romains. Mais pour en revenir au rat, c'est plutôt une opportunité alimentaire qui fait qu'on va avoir des populations très fortes à un endroit donné. Un endroit donné qui peut être plus ou moins grand, ça peut être un logement, un immeuble, ça peut être un quartier, et dans le cas effectivement plus grave, ça peut être beaucoup plus que ça, avec les risques que ça peut avoir, sanitaires ou sur la biodiversité. Le rat en ville, c'est plutôt un problème par rapport à la santé humaine, mais on a vu le rat sur certaines îles, dans différents endroits, a fait disparaître certaines espèces d'albatros, etc. Donc voilà, c'est vraiment une définition qui est un petit peu fourre-tout, et je pense qu'on n'a pas fini d'en discuter ce soir. Autant l'espèce exotique envahissante, c'est clair, l'espèce invasive, ça l'est beaucoup moins. Et jusqu'à quand une espèce est invasive? Moi, je m'intéresse beaucoup au végétal, beaucoup aux arbres. Est-ce qu'on doit toujours considérer aujourd'hui le robinier ou l'érable négondo comme invasif? C'est effectivement des espèces, les deux sont américaines, elles auraient pu venir d'ailleurs, sont américaines. Elles ont un pouvoir de colonisation qui est assez important dans des milieux assez différents. Pendant très longtemps, elles étaient nouvelles, aucun prédateur, pas de maladie champignons, rien du tout. Elles ont plutôt tendance à proliférer. Aujourd'hui, c'est des espèces qui ont des cortèges animaux ou végétaux, algues, mousses, lichens, champignons, d'insectes qui vivent avec. Est-ce qu'on doit toujours les considérer comme des espèces envahissantes, exotiques envahissantes? Elles sont de moins en moins exotiques. Ça fait des décennies qu'elles sont là. Elles sont dans nos milieux naturels. Et finalement, elles ne provoquent plus de déséquilibre. Donc jusqu'à quand on va considérer une espèce exotique envahissante? C'est aussi un débat qu'on peut avoir. Et c'est un débat qui intéresse énormément les gestionnaires de milieux naturels. Quand vous avez une réserve naturelle au bord d'un fleuve, est-ce que vous continuez à vous battre éternellement contre les érables négondos qui viennent sans arrêt, parce qu'il y aura toujours des semis qui seront apportés par les fleuves ou les rivières, ou est-ce que finalement on les laisse tomber et on concentre les efforts sur la lutte contre la renouée du Japon, qui, elle, par contre, n'a toujours pas de prédateurs, n'a toujours pas de maladie, et qui est une espèce assez exclusive. Quand on a un massif de renouée du Japon, on n'a rien d'autre qui pousse. Merci beaucoup. Madame Saint-Vicence, pourriez-vous nous donner votre définition en quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi ce soir je vais parler en tant que militante pour la cause animale, donc je ne parlerai que des animaux, je ne vais pas parler des végétaux, et je ne parlerai pas des insectes puisqu'on ne travaille pas du tout sur la question des insectes. Alors évidemment, nous au sein de notre association, ce n'est pas du tout une sémantique qu'on utilise, ce terme d'espèce invasive. On peut noter que nous humains, on adore classer les animaux dans des catégories. Selon nos intérêts. Donc, je pense... Alors, la catégorie d'espèces invasives n'est pas une catégorie juridique. Donc, comme ça a été dit en introduction, en termes de réglementation française, on a les deux grandes catégories, donc ESOD et EEE, qui donc sont classées par arrêté ministériel et par arrêté préfectoral, et qui ont pour conséquence, finalement, de nous donner le droit de mort sur ces animaux-là. Ce sont des animaux qui, dans ces catégories-là, peuvent être tués tout le long de l'année. Par contre, on peut noter que dans ces grandes catégories qui sont réglementaires, il n'y a pas le rat brun, donc Rattus norvegicus, il n'y a pas les pigeons bisés, qui pourtant, pour certains, peuvent être considérés d'un point de vue, je dirais, culturel, d'un point de vue idéologique, comme ce qu'on peut appeler nuisibles ou espèces invasives. Et qui, au final, sont également tués. Je dirais que, moi, la définition que je donne, en tout cas, mon analyse, c'est que finalement, ces espèces-là sont des espèces qui nous dérangent à nous, humains. Est-ce que les raisons sont plus ou moins justifiées? Ça, je pense qu'on doit se le poser. Est-ce que les méthodes qui sont utilisées sont aujourd'hui efficaces?
Est-ce qu'elles sont cruelles? Sans doute. Et je pense qu'on reviendra aussi sur les solutions qui sont mises en avant, parce que nous, c'est ce qui intéresse notre association, hein, c'est-à-dire, on a des animaux qui peuvent nous déranger, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je pense que c'est, enfin, pour moi en tout cas, c'est la seule question qui se pose. Quelle méthode on utilise avec ces animaux qui peuvent nous déranger? Je tiens aussi à préciser que c'est intéressant quand même de connaître les causes. Pourquoi il y a des espèces qu'on considère comme donc exotiques envahissantes aujourd'hui en France métropole? Est-ce que c'est nous qui les avons amenées en France? Pour quels intérêts? Je pense par exemple à un poisson qui s'appelle le silure, hein, qui est un très grand poisson que les pêcheurs adorent pêcher, qui est originaire des pays du Nord, de Russie, etc., qui a été amené en France volontairement parce que ça faisait plaisir aux pêcheurs. Et maintenant, certains nous disent qu'en fait, il y en a trop et que finalement, il faudrait un peu les tuer, voire les éradiquer. Donc voilà, donc c'est intéressant, je pense, de comprendre aussi les causes, de se dire que bien souvent, il y a une intervention humaine qui est la cause et que la seule solution que notre société, de manière générale, propose dans les institutions, ce sont des méthodes qui sont létales et qui font souffrir les animaux et qui ne sont pas efficaces, puisque dans son ensemble, notre société n'est pas satisfaite des méthodes qui sont utilisées. Donc je pense que c'est important de poser le débat sur les méthodes. Et donc, nous, la terminologie que nous, on utilise, c'est la question des animaux liminaires. Donc les animaux liminaires, en fait, c'est une catégorie d'animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain et qui recouvrent des espèces diverses et variées, hein, donc les pigeons, les rats, les souris, les lapins, les cygnes, les canards. Donc vous le voyez, des espèces qui sont protégées au sens de la réglementation, des espèces qui sont tuées d'un point de vue légal. En tous les cas, ce sont des animaux qui vivent en liberté en ville. Et qui ont un habitat qui est extrêmement contraint, puisque c'est l'espace urbain. Et donc, nous, le sujet, le débat qu'on souhaite ouvrir de manière collective dans notre société, c'est comment on fait aujourd'hui pour cohabiter pacifiquement avec ces animaux-là. Comment on fait pour que nous, humains, on ne soit pas dérangés et comment on fait pour que ces animaux-là ne soient pas non plus pourchassés, tués, empoisonnés, piégés, gazés, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, que ce soit pour les pigeons, les rats, etc. Donc je pense que ça, c'est la question, en fait, pour moi, qui est centrale. Et aussi, d'un point de vue des études d'opinion, où on voit que la société est de plus en plus sensible à la condition animale, c'est une société qui va une question qui va de plus en plus émerger, où on a aujourd'hui des élus, que ce soit à l'échelon local ou à l'échelon national, qui se posent sérieusement la question, avec également des entreprises, notamment à l'étranger, des chercheurs qui se posent aussi la question de ces méthodes non létales. Et c'est ce sujet-là que je souhaite aborder ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à M. Lasserre. Merci en tout cas de cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors, effectivement, j'ai la chance d'être sur deux piliers. Je m'intéresse sur le plan scientifique à l'adaptation génétique de ces espèces et qu'est-ce qui fait que génétiquement elles arrivent à proliférer. On voit que c'est des espèces qui sont de grandes réparatrices de leur ADN, contrairement à nous, par exemple. Le frelon asiatique, c'est 72 départements en France. Ça vient d'une fondatrice initiale en 2004. Donc si on essaie de faire ça avec les mammifères que nous sommes, on va avoir du mal à coloniser l'espace. Même chose chez les rongeurs. Les rongeurs sont des très bons réparateurs de leur ADN. Donc je m'intéresse à ces espèces, mais au-delà effectivement de la sémantique sur laquelle on va pouvoir échanger, nous on s'intéresse à ces espèces, exotiques ou non, qui pourrissent le quotidien des Français. Pour petit rappel, les rongeurs, l'année dernière, c'était 6 millions d'interventions des professionnels. Un professionnel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va chez quelqu'un qui a des rongeurs parce que cette personne veut s'en débarrasser. Ces 5 dernières années, c'est 62% des Français qui ont eu une infestation dans leur foyer. Ça, c'est la réalité. Donc après, on peut s'entendre sur la sémantique du rat, la sémantique du moustique. Moustique-tique, c'est 2004 en France. Aujourd'hui, on a 73 départements en alerte. Okay, on a les Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques mois. Donc en fait, moi, je ne mets pas, effectivement, comme Madame Sanvicens le disait, on a plutôt tendance à vouloir faire des catégories d'animaux. Nous, on n'en fait pas. On s'intéresse à la dynamique de ces espèces, qui sont des dynamiques d'espèces qui savent s'imposer dans un écosystème dans lequel elles arrivent. On a effectivement des espèces qui ont plutôt tendance à être très adaptées à leur écosystème et qui notamment ont la capacité d'un autocontrôle en fonction de ce qu'on peut appeler la capacité d'accueil du milieu, l'habitus, l'habitat dans tous les cas.
Et on en a d'autres, effectivement, qui expriment leur plein potentiel de reproduction parce qu'elles arrivent dans un écosystème qui leur est très favorable, sans prédateurs, et qui prolifèrent avec les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure sur le plan sanitaire. Et d'ailleurs, il y a un règlement qui permet, effectivement, et qui encadre la régulation des rongeurs et des pigeons en ville, qui s'appelle le règlement sanitaire départemental. C'est un texte fondateur, et d'ailleurs, tous les départements s'appuient sur des textes qui sont assez vieux, mais le règlement sanitaire départemental, c'est ce qui donne, en tout cas ce qui encadre, c'est un pouvoir préfectoral qui encadre la régulation de ces espèces pour le bien-être et la santé humaine. Nous, on s'intéresse à ces espèces. Alors une souris aujourd'hui qui est à Paris, qui monte dans un avion, qui arrive à New York, potentiellement travailler sur l'écologie de la souris en milieu urbain, exotique, pas exotique, de toute façon il y en a dans toutes les villes. Les rats c'est la même chose, les moustiques c'est la même chose. On a au port de l'Europe l'Égyptie, donc qui est le petit cousin de Aedes albopictus, donc le moustique tigre, qui va probablement arriver en France. La fourmi de feu est arrivée. Ces espèces exotiques, pas exotiques, elles rentrent dans un homosystème. Je dirais qu'on est dans un écosystème qu'on a complètement dévoyé à notre intérêt pour vivre dans un confort, dans un hotspot de population. C'est-à-dire la ville, c'est une concentration d'êtres humains dans un compromis social, et on a un certain nombre d'espèces qui, à fort pouvoir et à fort potentiel génétique, s'installent dans ces écosystèmes avec des impacts plus ou moins importants. L'ambroisie avec un impact sur la santé publique qui est assez important, et notre département est très touché. Le moustique tigre avec le risque d'arbovirose, donc les 4 virus, dont la dengue, dont on parle beaucoup en ce moment à La Réunion notamment. Et puis dans le quotidien, effectivement, à liminaire, on veut vivre avec, pas vivre avec. Potentiellement, j'ai mis quelques chiffres derrière vous qui montrent que les gens, à partir du moment où ils sont exposés à ces espèces-là, ils n'en veulent pas chez eux et ils demandent à des professionnels d'intervenir. Donc en fait, c'est aussi une question de temporalité. Je dirais qu'on est probablement, effectivement, et Mme Sanvicens le soulignait, on est dans une société qui évolue dans notre rapport à l'animal. Moi, je ne fais pas de distinction entre les insectes et les rongeurs. Finalement, on ne sait pas si les insectes souffrent ou pas. Peut-être que c'est parce que notre imaginaire, notre système de recherche n'a pas encore permis de montrer que quand on tue une fourmi, elle crie et ses copines ne sont pas contentes. Globalement, moi, je ne fais pas de ségrégation entre les espèces. On travaille essentiellement sur les espèces qui ont un impact sur le confort des gens. Et quand on regarde le confort des gens et quand on fait des études, on a mené une étude avec l'Ipsos, on montre qu'effectivement, 62% des gens exposés à des espèces envahissantes, qu'on peut appeler invasives, envahissantes, en tout cas dérangeantes, moi je vais dire des espèces dérangeantes dans son quotidien, font intervenir des professionnels. Professionnels de l'hygiène, c'est un petit marché, c'est un marché de niche, on parle de marché. C'est globalement une activité qui connaît une croissance de 10 à 15% par an. Okay, donc tous les ans, les professionnels français, 1600 entreprises, 25 000 techniciens en France, ont 15% de plus de travail tous les ans. Voilà. Et donc ça, c'est une traduction effectivement immédiate du fait que les gens, quand ils ont des rongeurs chez eux ou des insectes ou des moustiques, ils n'en veulent pas. Donc nous, on travaille d'une part sur le déterminant, qu'est-ce qui fait que ces espèces arrivent à s'imposer dans un écosystème modifié pour notre confort, quel est le déterminant génétique qui font qu'elles prennent le dessus sur d'autres espèces. Et puis dans l'opérationnel, effectivement, il y a probablement des solutions à long terme dans la reconstitution de chaînes alimentaires en milieu urbain. Avec la Jeunette, c'était très intéressant cet exemple-là. Mais à court terme, tous ces gens, c'est 62% de Français, on ne va pas forcément leur expliquer qu'il va falloir demain matin qu'ils vivent avec ces espèces. Donc, quand je reviens à la notion de temporalité, c'est de dire oui, l'objectif commun, il est là, le vivre ensemble avec les animaux. Je pense qu'on a fortement évolué depuis 30 ans. Néanmoins, il y a des gens qui ont besoin là, demain matin, de manière très court terme, de solutions, parce que vous avez des gens qui vivent la lumière allumée chez eux de peur de se faire mordre et piquer par des punaises de lit. Punaises de lit, c'est 1,3 million de foyers français concernés tous les ans. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur ça. Je laisse maintenant la parole à Sabrina et Lucie. Alors, nous débuterons en examinant les causes de la prolifération des espèces invasives. Premièrement, je vais vous demander à vous, monsieur Lasseur, en regardant en arrière, il est souvent observé que les espèces deviennent invasives à la suite d'une intervention humaine, directe ou indirecte. Selon vous, existe-t-il un schéma type du processus de prolifération ? Pour proliférer, il faut être là, déjà. Donc, comment on arrive ? On arrive de manière accidentelle, on arrive de manière intentionnelle. Ça a été le cas de lâcher des coccinelles en France pour essayer de réduire les populations de pucerons dans les grandes cultures. Ça a été le cas de l'introduction
malheureuse du ragondin au milieu naturel par les ouvertures d'élevage de ragondins qui avaient été importés en France d'Argentine, je le rappelle, le ragondin n'est pas français, d'Argentine pour des questions de fourrure dans les années 30-40. Donc en fait, introduction, peu importe, accidentelle, intentionnelle, une fois que l'espèce est là et qu'elle prolifère et qu'on constate qu'elle prolifère, elle est là. Donc qu'elle soit exotique ou pas, on ne va pas la reconduire aux frontières. On n'a pas encore fait de charter sur ces espèces-là. Elle est là, elle s'impose. Notre devoir, c'est d'observer, de comprendre quel est l'impact de ces espèces sur l'écosystème, aussi naturel ou aussi artificiel soit-il, anthropisé, et puis quel peut être l'impact sur à la fois l'écosystème et sur les gens qui vivent dans l'écosystème. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces espèces, c'est la capacité à prendre un écosystème de vitesse, à prendre même des décisions administratives de vitesse. Le moustique-tigre, je prends le cas aujourd'hui, on a fait un bel observatoire avec des référents moustique-tigre dans chaque commune, n'empêche qu'on en est à 73 départements, et qu'aujourd'hui, les ARS ne savent pas trop comment on va réussir à passer les Jeux Olympiques, quoi. Ok, on a de plus en plus de cas importés de dingue, mais on a également de plus en plus de cas autochtones de dingue. Ça veut dire qu'effectivement, plus qu'importer un vecteur, on importe régulièrement un virus, un arbovirus, qui est le virus de la dengue. Mais c'est le même processus pour Zika, chikungunya et autres. Et puis, de plus en plus, ces virus se mettent à tourner en population française, métropolitaine. Et donc, en fait, c'est de comprendre... Nous, notre travail, c'est d'essayer de comprendre comment cette dynamique se met en place, et puis comprendre à quel moment il y a une défaillance qui fait qu'on n'arrive pas à arrêter cette prolifération. Donc en fait, schéma type de prolifération, c'est j'arrive déjà, je suis dans un écosystème favorable à ma prolifération, et en plus, j'ai une capacité génétique à cette prolificité. Forte reproduction, forte capacité à réparer mes erreurs génétiques, et puis forte capacité à trouver de la nourriture. Donc pour le moustique, ça tombe bien, il y en a partout. Et globalement, les rongeurs, c'est la même chose. Donc en fait, c'est pas tant... Ce qui pose problème, c'est pas tant la présence. De toute façon, elle est là, et on ne l'arrêtera pas, et on n'éradiquera pas, et ce n'est pas forcément l'objectif, l'éradication. De toute façon, c'est illusoire. Et puis, qui sommes-nous pour vouloir éradiquer une bestiole ? Mais la problématique, c'est le fort croisement entre des grandes densités d'animaux, de ces animaux-là qui ont une forte capacité à proliférer, et l'espèce humaine, qui peut avoir des risques, notamment en termes de santé publique, en termes d'allergie, en termes d'impact économique également. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Et donc, quand on est au contact de ces espèces, il peut y avoir je dirais un bashing d'un certain nombre d'entreprises, un bashing de certain nombre de collectivités, parce qu'on a non pas une présence, mais une prolifération. Donc à court terme, on a besoin de solutions à court terme, dans un esprit de trouver des solutions beaucoup plus vertueuses à long terme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi le confort des gens à très court terme, parce que leur expliquer qu'il va falloir qu'ils vivent encore avec des punaises de lit partout dans leur piole, potentiellement, ce n'est pas audible aujourd'hui. De rien. Merci beaucoup pour ces détails. Alors, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans les causes, on pourrait regarder comment les changements climatiques peuvent influencer sur la propagation des espèces invasives. Et comme Madame Pellens, vous travaillez sur les changements climatiques qui sont dus à l'homme, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Comment est-ce qu'ils rendent une espèce invasive ? Oui. Bon, ce n'est pas uniquement les changements climatiques. Ce sont tous ces facteurs associés à la destruction de la biodiversité qui à la fois ils promeuvent, par exemple, quand il s'agit de la destruction des forêts, on est aussi en train de pouvoir accéder à des nouvelles espèces qu'on va disperser partout sur la planète. Et là, elles s'installeront dans les endroits où elles trouveront les conditions climatiques, les conditions d'alimentation qui sont adéquates. Les changements climatiques est en train de faire, c'est de promouvoir des conditions plus favorables dans des endroits où, avant, l'espèce n'était capable de survivre. Par exemple, aujourd'hui, on peut avoir les moustiques
tigres qui s'installent ici en métropole. Et c'est simplement parce que nos hivers deviennent moins intenses et on a des périodes de pluie beaucoup plus longues et des capacités de garder des réservoirs d'eau qui sont indispensables pour cette espèce. Mais à la base de tout ça, il y a les transports. Ça veut dire que ces espèces, elles ne sont pas en train d'arriver ici par déplacement. Toujours moi. Par un déplacement naturel. Ce qui se passe, c'est que nous, avec nos commerces qui s'intensifient de plus en plus à chaque décennie, et on a de multiples possibilités de faire que ces espèces arrivent. L'histoire du moustique-tigre en France, c'est apparemment, ça a commencé avec le commerce de pneus. Et Lucky Bamboo, vous savez, les petits bambous torsadés là, qu'on a importés d'Asie. Ça veut dire on emporte déjà des réservoirs plein d'espèces, avec toutes les conditions, et plein de larves ou des œufs prêts à se répandre. Et c'est que dès qu'ils arrivent, ils n'ont pas besoin d'attendre pour s'installer. Ils sont déjà installés. Ça, c'était une partie de la question. Et le changement climatique. Ce que le changement climatique est en train de faire, c'est que nous sommes en train d'avancer de plus en plus au pôle, avec du tourisme, avec des sites d'exploitation diverses. Et avec cela, nous sommes en train d'amener des espèces qui commencent à trouver sa niche dans des régions qui avant étaient pas infectées. Autre chose que le changement climatique fait et que monsieur avait mentionné, c'est que comme ça fragilise nos écosystèmes, et là on peut parler de biodiversité aussi parce que le sujet est très complexe, et comme ça réduit la capacité de régénération, la capacité de bien vivre des espèces locales, et avec cela, les espèces exotiques trouvent leur place plus facilement. Parce qu'il y a des études qui montrent que dans des endroits qui subissent des invasions ou des introductions par des populations humaines depuis très longtemps, et ces endroits, les écosystèmes sont plus résistants à l'invasion. On lâche dans ces environnements des espèces qui sont très invasives dans certains environnements, et avec les mêmes conditions climatiques, les mêmes capacités, la même disponibilité des ressources pour vivre, elles ne s'installent pas parce qu'il y a une résistance de l'environnement pour cette installation. C'est-à-dire, et ça revient à ce que vous étiez en train de dire, pourquoi certaines espèces étaient invasives et deviennent moins invasives. Parce que tout dans la nature tend à un certain équilibre. Le problème, c'est à la vitesse que nous sommes en train de faire des pressions dans notre environnement, qui ne permet pas qu'on arrive à ajuster à revenir à cet équilibre. Et dans certains cas, quand l'écosystème arrive à se rééquilibrer, il y a une nouvelle pression et des pressions successives, et à la fin, on perd des forêts, on perd des espaces de vie pour nous tous. Alors merci. Donc je pense qu'on comprend bien que la prolifération des espèces invasives est due donc à la fois à une destruction de la biodiversité, des écosystèmes et également des changements climatiques. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait rebondir sur ces propos ?
Oui, moi je veux bien. Alors effectivement, pour les espèces exotiques, on a bien compris, effectivement, elles sont arrivées d'un bateau, enfin peu importe, elles sont arrivées, on les a amenées intentionnellement ou pas. Après, sur le cycle d'un... Combien de temps une espèce peut être invasive? Ça peut être effectivement très long, ça peut être assez court. Moi je me rappelle, en l'an 2000, en Slovénie, je tombe sur un marronnier avec... Enfin, il était abominable, hein, les feuilles dévorées de l'intérieur, enfin, c'était assez curieux. En fait, c'était la mineuse du marronnier, une espèce complètement inconnue en France. L'année suivante, elle était à Strasbourg. L'année d'après, elle était à Lyon, en 2002. Pendant des années, les pépiniéristes ne vendaient plus un marronnier. Les gens qui s'occupaient des jardins publics mettaient des pièges à phéromones hein, qui ont assez vite fonctionné. Et puis finalement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de pièges à phéromones. Les mineuses sont toujours présentes, mais dans des nombres assez faibles. Et du coup, plus personne se protège de la mineuse du marronnier. C'est une espèce maintenant qui fait partie de notre cortège faunistique, sans qu'il ne crée plus de dégâts que ça. Si vous regardez un marronnier de près, vous avez 95% de chances qu'il y ait des mineuses du marronnier. Vous allez trouver quelques traces sur des feuilles, mais pas du tout ce qui se passait avant avec des chutes de feuilles. Au 14 juillet, il y avait plus de feuilles. Donc le cycle où l'espèce est invasive peut être complètement variable. Ça peut durer des décennies ou ça peut être très très court. Après, comment on réagit effectivement sur l'incidence climatique? Ça, c'est effectivement quelque chose d'important. J'en reviens toujours à mes scolites. Hein. Je vous parle souvent d'espèces forestières. Hein. Excusez-moi, c'est vraiment ma passion. Hein. Mais sur les scolites, c'est vraiment intéressant parce que est-ce que c'est le scolite qui est envahissant ou est-ce que c'est la cause? Dans une forêt qui se porte bien, le scolite ne fait pas de dégâts, va tuer comme ça un arbre qui est plutôt faible. Par contre, dès qu'on a un dérèglement, là, ça devient effectivement un problème. Alors, deux réflexions qui vont à l'inverse hein, sur cette espèce, le scolite, hein, parce que c'est une espèce dont on parle beaucoup. Moi, je suis passionné de forêt naturelle, hein, et notamment de ce qu'on appelle des forêts vierges, forêts primaires. Et il y a une quinzaine d'années, je suis allé en Tchéquie voir la réserve de Boubine, qui est la plus vieille réserve d'Europe, à 1856, et qui avait été classée à l'époque parce qu'elle avait la réputation d'être une forêt vierge. Effectivement, on y voyait des conifères absolument majestueux. Et c'était... oui, un vrai régal, toute petite réserve, hein, mais vraiment très très intéressant. Et j'y suis retourné 10 ans après. Et là, j'ai pleuré. Parce que tout autour, il y avait des attaques de scolites. Et les scolites étaient évidemment rentrés dans la forêt vierge. Alors pour moi, qui ai toujours dit que les forêts naturelles étaient bien plus résistantes, elles le sont bien plus jusqu'à un certain point. Il y a un moment où l'environnement autour est beaucoup plus important que ça. Et l'inverse, à la frontière entre l'Allemagne et la Tchéquie, aux alentours du mont Lucène, il y a eu une attaque de scolites, mais par contre très très impressionnante, sur plusieurs milliers d'hectares, et côté allemand et côté tchèque, dans le parc du Bayerischer d'un côté, dans le parc du Šumava de l'autre. Et là, 3 stratégies ont été mises en place. Les Allemands, dans le parc du Bayerischer n'ont rien fait, ont laissé les arbres se débrouiller tout seuls. C'est une espèce qui, effectivement, c'est spectaculaire, mais en même temps, ça avance tout doucement. Un scolite, hein, ça ne fait pas des centaines de kilomètres, ça se déplace d'arbre en arbre, donc l'invasion est très lente. Et ce qu'on pouvait voir à l'époque, sur ces sites-là, où rien n'avait été fait, les arbres sont morts sur pied et laissés en place. Finalement, alors, quelque chose d'assez important, c'est une situation très particulière, c'est à la frontière de ces deux pays, c'était le rideau de fer depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Très peu d'agriculture, des tout petits villages côté allemand, plus rien côté de l'ex-Tchécoslovaquie, donc la Tchéquie. Et par contre, les deux avaient planté des conifères pour occuper le terrain, les mêmes espèces. Et là, évidemment, c'est le régal pour les espèces invasives, puisqu'elles vont d'arbre en arbre. Elles ne rencontrent jamais de résistance, puisqu'il aurait suffi qu'il y ait une bande avec des tilleuls, des érables ou des frênes. Ils ne seraient pas allés plus loin, comme c'était que des conifères. Évidemment, ça s'est disséminé. Les Allemands ont laissé faire. Et sur les sites les plus anciennement attaqués, hein, où les arbres étaient morts depuis une dizaine d'années, la forêt repoussait très diversifiée. On y retrouvait de la lisier blanc, de la lisier,
Sorbus ocuparia, le sorbier des oiseaux, du tilleul, du frêne et des conifères également, et vraiment une dynamique assez extraordinaire. Et côté tchèque, ils avaient mis deux systèmes en place de lutte. Hein. Un où ils coupaient les arbres, ils les écorçaient, ils les laissaient en place, et de l'autre, ils les coupaient et ils les exportaient. Et là, la régénération était bien moindre, mais de façon spectaculaire. Là où le bois mort était laissé en place, écorcé, un petit peu de régénération, mais qui avait vraiment du mal à partir, là où il y a eu la coupe à blanc exploitée, très très peu de régénération d'arbres, arbustes, vivaces, graminées, mais très peu. Donc, alors après, je n'ai pas de leçon à donner, c'est vraiment... On est vraiment dans des attaques très fortes dans les Préalpes, dans le Jura, mais qu'est-ce qu'on dit aux forestiers qui sont impactés? Moi, très franchement, au jour d'aujourd'hui, je n'en sais rien. On ne peut pas traiter, c'est les arbres, la larve du scolyte se développe entre l'écorce de l'arbre et le bois, donc à l'intérieur. Il n'y a pas de moyen donc, chimique de traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes propriétaire forestier, vous avez besoin du revenu de votre forêt. Est-ce qu'il faut l'exploiter en vitesse d'un bois qui a perdu énormément de valeur? Est-ce qu'il faut laisser faire? Mais comment on dédommage ces exploitants? Donc voilà, ça pose des problèmes qui peuvent être énormes. Et là, on n'est pas sur une espèce exotique envahissante, on est sur une espèce qui a profité de la folie des hommes pour dérégler le climat. Alors merci pour ces éléments. C'était un point de vue très intéressant. On va conclure la première partie avec une dernière question. Monsieur Athanas, peut-être que vous pourrez répondre au niveau de la métropole. Quels sont les enjeux concernant les espèces végétales envahissantes? Alors sur les espèces végétales envahissantes, on est confronté, nous, à la renouée du Japon de façon importante, principalement sur les bords de cours d'eau, les bords de rivières, pas que, hein, mais c'est vraiment ici qu'elle se développe le plus. À l'ambroisie, avec les problèmes sanitaires, l'allergie à l'ambroisie, où on fait des campagnes d'arrachage dès que ça pousse. Mais si vous regardez dans les cultures, hein, dans les chaumes de blé ou d'orge, dès qu'ils ont été moissonnés, eh ben, les ambroisies poussent. Si vous regardez dans les cultures de tournesol, non moissonnés à ce moment-là, c'est plein d'ambroisie. Donc c'est des dizaines de milliers d'hectares d'ambroisie, et la difficulté de lutter est juste énorme. Et les campagnes d'arrachage n'y peuvent rien. Là, on est vraiment sur quelque chose où, encore une fois, c'est une plante qui est arrivée dans la région. Hein. Le premier nom français de l'ambroisie, c'était l'herbe de Saint-Prin, parce que les premiers exemplaires avaient été trouvés au village de Saint-Prin, au sud de Vienne. Donc, on est vraiment dans le noyau, là où il est arrivé en premier. On voit que la dissémination, elle se fait par l'homme et notamment par la voiture, et on le voit bien dans les vallées. Dès que vous allez dans une région montagneuse, l'invasion de l'ambroisie se fait par les routes. On l'a au bord des chemins, et puis plus l'espèce est là depuis longtemps, plus elle commence à envahir. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que c'est un problème sanitaire pour nous. Dans les arbres, on a l'élante. Ça, l'élante est une espèce, c'est un arbre, hein, qui va pousser dans des conditions, des fois de sol très très mauvaises, où il n'y a pas grand-chose d'autre qui pousse, et il a une capacité, effectivement, à développer de façon très importante. Il fleurit, il produit des graines, même très jeunes, et donc là, on est vraiment sur un problème maintenant. Alors, tant qu'on est en milieu urbain, on peut arriver à le gérer, mais dès qu'on est en milieu rural, ou forestier, là, effectivement, il est envahissant. Et paradoxalement, là, le législateur ne fait rien. On a toujours le droit d'acheter une élante chez un pépiniériste, comme un buddleia, comme un érable négondo ou un robinier. On est dans des espèces qu'on considère envahissantes, qui posent des problèmes, qui génèrent des coûts pour les particuliers, plus encore pour les collectivités, et pourtant, dont le commerce est tout à fait libre. Donc, on a vraiment des aberrations comme ça. Après, et la dernière invasive, hein, qui est arrivée dans la métropole, on n'a que quelques foyers pour l'instant, c'est la Jussie. Ouais. Donc ça a mis assez longtemps pour venir dans la métropole. C'est arrivé par le sud-ouest de la France, c'est en dombe depuis pas mal de temps. Donc la Jussie, c'est une plante aquatique, hein, qu'on va retrouver plutôt dans des étangs, dans des eaux non courantes, et par contre qui, une fois installée, est assez exclusive également, parce qu'il n'y a plus qu'elle qui pousse, ça va faire de l'ombre, et même les espèces animales dessous ont du mal à survivre. Donc voilà des difficultés, on ne sait pas comment
La Jussie arrive dans ces endroits. Elle y a été amenée forcément, mais c'est vrai que là, on a des vraies difficultés. Sinon, sur les espèces invasives à la métropole, celle dont les gens se plaignent le plus, c'est vraiment le moustique tigre. Effectivement, les problèmes sanitaires que vous avez posés, mais qui sont très localisés, mais c'est juste infernal. À partir de 18h, 18h30, plus question de prendre l'apéro sur la terrasse, plus question de faire un barbecue. C'est vraiment l'animal. C'est là que j'ai le plus de plaintes. Et que fait la métropole? Et pourquoi on a des moustiques? On n'en avait pas avant. C'est parce que les écologistes sont arrivés à la mairie de Lyon. Et voilà, on est arrivé avec les moustiques tigres dans nos valises. Terrain favorable. Est-ce que Monsieur Lasserre voulait en reprendre? Oui, alors moi j'ai la chance aussi de suivre les travaux du parc naturel régional de Brière, auquel je participe au comité scientifique. Et effectivement, on a eu l'arrivée de la Jussie. La Jussie, c'était 80% de perte de biodiversité végétale en milieu aquatique. Et puis après, avec une vraie accélération de l'eutrophisation des milieux, donc en fait un enrichissement en matière organique du milieu qui pousse à la fermeture du milieu aquatique, avec toutes les cohortes d'espèces qui sont de mollusques, mais aussi d'oiseaux d'eau, mais aussi de biodiversité végétale aquatique. Et donc, en fait, c'est assez bizarre parce que c'est une espèce envahissante. Moi, je suis assez content parce qu'on a des vrais échanges très constructifs en disant « mais oui, mais c'est un parc naturel régional, il faut mettre un certain nombre de pratiques sous cloche, on ne peut pas être interventionniste sur ce type d'espace ». Comme les zones Natura 2000, comme CPNR. Et pour autant, on est face à une bestiole qui a fait perdre 80% de biodiversité entre le début du parc et le moment où on en parlait. Donc effectivement, on s'aperçoit jusqu'où on doit être interventionniste sur ces espèces à court terme ou jusqu'où on doit les laisser faire parce que l'écosystème va lui-même réguler. Donc en fait, il y a aussi une notion sous-jacente, c'est la capacité de cet écosystème à réguler et à se rééquilibrer. Et la problématique, on s'aperçoit que les plus fortes invasions ont lieu aussi dans les lieux dans lesquels on a la plus faible biodiversité, notamment en milieu urbain. Alors on a de la biodiversité ordinaire autour de chez soi, mais on a des écosystèmes qui ont du mal à répondre à ces invasions-là, et donc avec ces espèces opportunistes, dans le sens littéral du terme, dans le sens opportuniste où il y a de l'espace, il y a de la nourriture, et donc je vais proliférer, parce qu'en plus j'arrive dans un écosystème anthropisé qui n'a pas la capacité de réagir tel que pourrait l'avoir un milieu beaucoup plus robuste, comme une forêt naturelle. Alors moi je fais la distinction entre forêt et plantation d'arbres. Les gens aiment bien se balader en forêt, souvent maintenant c'est monospécifique, donc c'est assez dommage. Oui, une forêt a la capacité à réagir, une plantation d'arbres, beaucoup moins en fait. Alors, merci beaucoup. On va peut-être passer à la deuxième partie. Donc, on va s'intéresser maintenant à la conséquence de cette prolifération sur les écosystèmes. Alors, Madame Sanvicens, on va peut-être revenir vers vous avec justement les espèces animales, puisqu'on a pas mal parlé des espèces végétales. Donc, on a vu avec Monsieur Athanas que, par exemple, l'ambroisie, ça causait des fortes allergies. Est-ce que du côté des espèces animales, il y a des menaces, des espèces qu'on voit comme nuisibles? Est-ce que vous pourriez répondre? Mais en fait, quand j'ai écouté mes petits camarades autour de la table sur les causes, je me suis dit... Grand. Non, j'en ai marre. Les grands camarades. Non, tout le monde me dit que je suis petit. En fait, sur les causes des espèces invasives, ça m'est venu comme ça soudainement que je crois qu'on a oublié une espèce invasive, en fait, qui est l'espèce humaine, parce que j'ai l'impression qu'on est la cause de toutes les espèces invasives, entre le dérèglement climatique, la déforestation, l'urbanisation. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même aussi ne pas être trop anthropocentré sur les humains et mettre les choses aussi à leur place. Donc, alors, nous, on fait la distinction. On fait la distinction en fait sur la façon dont les animaux liminaires peuvent être amenés à nous déranger. Je pense qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a l'espace urbain, donc quand les animaux sont en liberté, donc par exemple les espaces verts, etc. Et puis il y a les habitations. Donc évidemment, ce ne sont pas du tout la même chose. Quand M. Lasserre, tout à l'heure, a essayé d'évoquer le fait qu'il ne faut pas dire aux gens de vivre avec les moustiques tigres, bon, nous, on ne l'a jamais dit, je ne sais pas de qui parler précisément, mais je pense que c'est deux cas qui sont très différents. C'est-à-dire que
en liberté dans l'espace urbain, dans les parcs et jardins, je pense que c'est pas la fin du monde si on croise un pigeon, si on croise un rat qui se balade. Ça, c'est une chose. Après, quand c'est dans les habitations, évidemment que c'est différent. Et bien souvent, il y a des grandes problématiques liées, par exemple, à l'habitat insalubre, à des rénovations structurelles, à la gestion des déchets, etc. etc. Donc, c'est deux catégories qui sont vraiment à distinguer. Quand on parle de cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, on parle évidemment de l'espace urbain, c'est-à-dire se dire que l'urbanisation, c'est le fait aussi d'exclure les animaux de la ville, que la ville, dans sa conception, a été pensée historiquement comme une exclusion des animaux, et pour le dire simplement aussi de la nature, c'est-à-dire tout ce qui est de près ou de loin, végétation, etc. Mais le fait est que les animaux sont légitimes à vivre en ville, qu'il y en a toujours eu en fait, et que finalement ils n'ont pas d'autre endroit où aller pour la majorité d'entre eux, parce qu'on a détruit leur habitat. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux notions qu'il ne faut pas mélanger. Ensuite, je pense que c'est important aussi de ne pas raconter tout et n'importe quoi sur les animaux, parce que quand on regarde des débats télévisés, quand on lit la presse, on a l'impression, par exemple, pour vivre à Paris, que le seul problème qu'il y a à Paris, c'est les rats. Donc je pense que c'est important de ne pas dire tout et n'importe quoi. Qu'aujourd'hui, par exemple, si on parle des pigeons qui sont massivement capturés, puis ensuite gazés au CO2, aujourd'hui, il n'y a aucun problème de santé publique lié aux pigeons. Et ce n'est pas nous qui le disons, hein, c'est des études, des rapports, etc. Que, par exemple, aujourd'hui, il y a une équipe au Muséum d'histoire naturelle qui fait une étude sur les rats à Paris, donc qui est dirigée par Benoît Pisani et Aude Lalis, et qui ont expliqué qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'affirmer que les rats peuvent plus transmettre de maladies que d'autres espèces animales. Donc je pense que c'est important d'être rationnel et de dire que oui, tous les animaux, y compris les humains, puisqu'on est des animaux, peuvent transmettre des maladies. Ça, c'est une réalité. Après, la question, c'est de quel ordre ? Donc si on parle par exemple des rats, aujourd'hui, l'enjeu de santé publique, le seul concernant les rats, c'est la leptospirose, mais je voudrais quand même rappeler que les rats ne sont pas les seuls animaux à transmettre la leptospirose. Il y a aussi les animaux d'élevage, il y a aussi d'autres animaux comme les chiens. Est-ce que c'est une raison, finalement, justifiée, alors même que sur la leptospirose, il existe un vaccin qui est préconisé d'ailleurs pour toutes les professions à risque, hein, donc en abattoir, pour les égoutiers. Il existe aussi un traitement antibiotique quand c'est évidemment diagnostiqué. Et donc, ça veut dire que souvent, moi, je voudrais vraiment mettre en garde sur le fait qu'on a tendance à toujours agiter et brandir le spectre des maladies, et que souvent, c'est exagéré. Et que derrière, en fait, il y a clairement une idéologie, hein, qui est le fait de se dire qu'il y a des animaux qui nous dérangent et qu'en fait, on peut les tuer. Donc oui, ils peuvent nous déranger. La question, c'est qu'est-ce qui nous dérange ? Par exemple, pour travailler sur la question des pigeons, il peut y avoir, par exemple, des habitants qui sont dérangés parce qu'ils entendent des pigeons roucouler. Voilà. Donc est-ce que c'est une raison pour les capturer et les gazer ? Moi, je pense que non. Est-ce que c'est grave si on croise un rat, 2 rats, 3 rats qui se baladent dans un square à Paris ? Voilà, je pense que non, ce n'est pas la fin du monde. Donc je pense que c'est important d'être rationnel et de vraiment aussi se rendre compte des choses. Donc je vais donner un élément. En France métropolitaine, il y a 600 cas de leptospirose qui sont recensés. 600 cas, donc ce n'est pas des gens qui sont morts, hein, c'est des cas recensés. La majorité, évidemment, survivent. Donc ça peut être transmis par des rats, mais aussi en abattoir par des animaux d'élevage. Contre 2700 cas de toxoplasmose qui sont transmis par les chats. Pourtant, j'ai l'impression qu'on ne réserve pas le même sort aux chats et aux rats. Pourtant, les deux sont des mammifères, les deux sont des êtres doués de sensibilité. Et ensuite, alors je ne vais pas être trop longue, mais juste une dernière chose. Je pense que c'est important de se dire, les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, elles ont quelles conséquences ? Donc, très simplement, il y a des chercheurs à Vancouver qui ont réalisé une étude et qui ont montré que le fait d'empoisonner les rats, puisque c'est la méthode la plus généralisée, hein, donc les anticoagulants, qui provoquent des hémorragies internes chez les rats, le fait d'utiliser cette méthode-là a pour conséquence d'accroître le risque sanitaire. Pourquoi ? Parce que les rats vivent en groupes sociaux en fait, qui ne se côtoient pas, hein, donc des groupes sociaux distincts, et que quand il y en a qui sont tués,
du coup, ils vont reconstituer leurs groupes sociaux et donc se transmettre les maladies entre eux. Voilà. Donc je pense que c'est important à la fois de ne pas propager des peurs irrationnelles et à la fois de se dire, est-ce que les méthodes qu'on utilise aujourd'hui de manière massive, avec de l'argent public, qui font souffrir énormément les animaux, est-ce qu'elles fonctionnent ? J'ai l'impression que non, vu les titres des journaux, vu le nombre de personnes qui se plaignent. Donc c'est pour ça que c'est important, et nous on encourage, et on a rencontré le gouvernement là-dessus, pour développer la recherche publique notamment sur des méthodes qui soient éthiques et efficaces, notamment des méthodes contraceptives pour limiter le nombre d'animaux qui peuvent être amenés à nous déranger, que ce soit de manière justifiée ou de manière plus culturelle. Alors, merci pour ces éléments. Vous nous avez donné différents noms de maladies. Peut-être que Monsieur Lasseur, vous pourrez revenir plus en détail. Oui, alors sur, effectivement, les pour une effets. petite correction, hein, la toxoplasmose, il n'y a pas que le chat qui transmet la toxoplasmose. Hein. Toxoplasmose, c'est le toxoplasme qui affecte la grossesse chez la femme enceinte entre le 3e et le 6e mois et qui provoque des déformations fœtales. Donc en fait, le toxoplasme, en fait, il est transmis par beaucoup d'animaux. La principale espèce qui transmet le toxoplasme, c'est le mouton, la viande de mouton mal cuite, donc petite correction. Et le rat est porteur de la toxoplasmose également. Quand vous parlez de la lepto, c'est effectivement pas le seul pathogène qui peut être transmis. Quand vous parlez des abattoirs, c'est moins de 1% des cas de transmission de la leptospirose en France. C'était 714 cas l'année dernière. Et c'est potentiellement contact avec de l'eau dans laquelle il y a de l'urine de rongeur qui a été déposée par 2 espèces de rongeurs, le rat brun et le ragondin. Voilà, petite précision parce que ces chiffres-là... Juste pour préciser que c'est surreprésenté dans des régions, notamment la Franche-Comté et le Sud, et pas forcément Paris, où on pense que Paris est envahi de rats. Alors donc, la dernière étude qui a été faite, la dernière étude qui a été faite notamment au parc de Chantraine, dans les Hauts-de-Seine, qui est pas très vieille, par une équipe de l'INRA, donc très indépendante, a montré que 89 rats bruns piégés, sur 89 rats bruns piégés, 23 étaient porteurs du pathogène, la leptospirose. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Et globalement, on fait, nous, de la recherche. En fait, notre dogme sur les rongeurs, c'est de dire « dis-moi où tu vis et je te dirai ce que tu es capable de transmettre comme pathogène ». Nous, on a développé un outil diagnostique qui va chercher les pathogènes dans les déjections des rongeurs, puisque si vous avez des pathogènes dans votre microbiote, vous allez en excréter dans vos déjections. Et quand on regarde dans les déjections de rongeurs, effectivement, on ne trouve pas très, très souvent de la lepto, mais on trouve un certain nombre d'autres pathogènes comme Clostridium, Campylobacter, qui peuvent être à l'origine d'intoxications alimentaires notamment, et pas en faible nombre. Hein, c'est entre 30 et 40% des échantillons récoltés à Paris qui sont positifs. Donc c'est ça la réalité. Donc en fait, oui, on peut essayer de vivre en paix avec ces animaux. La contraception, faut déjà attendre une génération pour que ça fonctionne, en tout cas pour que ça ne fonctionne pas. En fait, oui, parce que si on fait de la contraception, on n'enlève pas les rongeurs qui sont là, on évite simplement la génération d'ensuite. C'est le principe. Et en fait, qu'est-ce qu'on va expliquer à ces 6,5 millions de personnes qui ont demandé une intervention des professionnels chez eux ? Alors effectivement, on fait une différence entre l'espace public et l'habitat, individuel ou collectif. Mais en fait, ces rongeurs, ils ne connaissent pas de frontières. Ces rongeurs ne connaissent pas de frontières. Ils peuvent aller de l'espace public chez les gens. Et à partir du moment où ils sont l'espace public, ils ont un statut. Quand ils passent chez les gens, on s'aperçoit que psychologiquement et sociologiquement, chez les gens, ils n'ont plus du tout le même statut parce que là, ils rentrent dans leur sphère personnelle et là, ils commencent à poser des problèmes. Donc en fait, on ne peut pas voir ces choses-là de manière très manichéenne. En fait, c'est un écosystème, c'est la ville. Et à partir du moment où on laisse proliférer, ce n'est pas une question de statut, ce n'est pas une question de présence. On est bien d'accord là-dessus, c'est une question de nombre. Et on sait très bien, pour avoir fait un peu de génétique des maladies virales, puisque j'ai fait mon doctorat sur ce sujet-là, on sait très bien qu'en fait, plus une population d'animaux, aussi liminaire soit-il, est dense, plus le virus arrive à circuler facilement. Et donc c'est une question de densité. Donc après, on peut dire, on fait de la contraception, on laisse plein de rats dans la rue, plus la densité des rats va être importante dans la rue, plus la circulation des virus et des pathogènes va être facile. Hein, donc c'est une question d'écologie des populations, et les virus et les bactéries y répondent de manière assez classique. Et donc en fait, nous on n'est pas à dire c'est une situation qui est catastrophique sur le plan sanitaire. C'est pas du tout ça. C'est si on laisse proliférer ces espèces, le risque d'association de ces espèces avec une circulation de pathogènes va être importante. On n'avait pas de risque
d'arbovirose moustique-tigre en 2004 parce qu'absence du moustique, 73 départements contaminés, aujourd'hui les risques d'arbovirose arrivent. Donc en fait on a une connexion complète entre la densité du vecteur et le potentiel de transmission de pathogènes, pourvu que ce pathogène soit zoonotique, donc qu'il puisse passer de l'animal à l'homme, ce qui n'est pas forcément le cas d'un certain nombre de pathogènes portés par le rongeur, mais qui est au moins le cas d'environ 50. On parlait de la lepto, c'est 700 cas en France, c'est 1 million de cas au niveau mondial, et entre 60 et 100 000 morts par an. La leptospirose. Non, pas en France, mais moi je regarde les statistiques mondiales, puisque c'est ça qui m'intéresse. Je travaille sur un moustique qui vivait en Asie et qui est en France aujourd'hui. Donc moi, l'échelle française m'intéresse peu. C'est ça la réalité. Et donc en fait, c'est une réalité mathématique qu'on ne peut pas évacuer comme ça d'un revers de la main. C'est aussi des conséquences économiques. Il y a un dernier papier là, qui vient de sortir qui montre l'impact Rattus norvegicus. Donc c'est notre rat brun, donc on peut appeler aussi surmulot comme on veut, si on se base sur la sémantique. 74 milliards d'impact de dollars au niveau mondial. Columba livia, donc c'est le pigeon des villes. Donc c'est plus d'1 milliard également d'impact économique. Donc en fait, c'est entre... Ça montre que les méthodes ne sont pas efficaces. Oui, ou qu'on les utilise pas de manière assez massive. On peut aussi voir la chose de l'autre côté. Donc en fait, c'est une question de représentation entre le vivre ensemble, quelle est la place qu'on veut laisser à l'animal, et quel est le seuil au-delà duquel on se donne la possibilité d'intervenir parce qu'on peut avoir des conséquences économiques, sanitaires. Je peux vous dire que quand Amazon il livre des cartons chez eux, chez les clients avec des souris à l'intérieur, ça fait rire personne quand ça sort sur TikTok, quoi. Et pour autant, tout le monde aime les souris. L'impact économique sur l'entreprise, il est monstrueux. Qui est-ce qui va financer la perte d'image de ces grandes entreprises ? Donc en fait, c'est une question de la place qu'on veut laisser à l'animal, mais surtout de densité qu'on veut laisser à l'animal. Il ne faut pas nous dire que les rongeurs ne sont pas vecteurs de maladies, c'est pas vrai. La bibliographie le montre, mais pour autant, c'est densité dépendante. Et donc la densité de rongeurs qu'on veut laisser sur l'espace public, c'est quoi ? C'est quoi le vivre ensemble dans lequel on souhaite vivre avec ces rats ? Voilà. Alors merci pour votre réponse. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des menaces à la fois sanitaires, mais il y a aussi des menaces qu'on leur attribue qui sont dues à la notion d'anthropocentrisme que vous avez abordée, Madame Sanvicens. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose sur cet aspect ? Madame Pellens, allez-y. Oui, j'aimerais bien ajouter qu'il y a pas seulement ces espèces qu'on parle couramment, mais par exemple, dans les Caraïbes, on a un problème d'invasion de sargasses dans la mer des Sargasses. C'est un impact économique sur le tourisme qui est incroyable. Ça veut dire que ce sont des tonnes d'algues qui sont ramassées et qui pourrissent sur des plages et que les gens ne savent pas quoi faire. Alors, il a un impact économique, il a un impact sur la santé, la qualité de vie locale et aussi sur la production, sur la pêche, la production piscicole de ces côtes. Il y a en France un problème qu'on connaît moins, mais ce sont les invasions des mollusques dans les tuyaux, les canalisations, des réfrigérations des usines nucléaires. Et ça devient un impact énorme sur la production énergétique et aussi sur l'économie. Quoi d'autre ? La question des rats. Vous savez que les îles, au niveau global, ce sont des endroits où on trouve plus d'espèces endémiques par surface que surtout sur la planète. Et avec 5% d'air terrestre des îles, on a presque 50% des espèces endémiques de la planète. Les grands problèmes d'invasion sur les îles, ce sont les rats et par conséquent les chats qui sont introduits pour contrôler les rats, les cochons qui vont chercher les œufs
des oiseaux et ici impactent et peuvent amener à l'extinction de ces espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on associe toujours les espèces exotiques envahissantes aux extinctions. Qu'est-ce que je pensais d'autre? J'avais 3 exemples. Il y a la question de la justice qui arrive en France, mais il y a 2 ans, j'étais en été à Londres et il a l'étude d'eau sur les rivières, c'est impressionnant. Et la qualité, ça veut dire la qualité urbaine. Il y a des toxines qui s'éliminent, il y a toute la faune qui ne peut pas exister. Partout sur les tropiques, on trouve la jacente d'eau qui recouvre tous les étangs et même des portions des fleuves où l'eau n'est pas où on n'a pas vraiment de mouvement de l'eau, le mouvement est beaucoup plus calme. Et dans ces endroits, on ne voit plus de poissons, on ne voit plus de larves d'insectes qui utilisent ces milieux comme une partie de leur développement. C'est-à-dire, c'est un problème qui... Et la cause de tout ça, dans les Caraïbes, c'est la pollution. Ça veut dire qu'avec le temps, on augmente la concentration des produits organiques dans les océans et cela permet aux espèces de vivre. Dans ces endroits, dans les tropiques dont je parle, les jacentes d'eau, c'est aussi parce qu'on a l'eutrophication et ces espèces, elles viennent faire une espèce de coup de grâce à un système qui est en train de se dégénérer. Et ce que vous avez dit au départ, c'est qu'il y a un moment qu'on ne sait plus si les espèces exotiques sont la cause ou si ce sont les reflets d'un problème et des manières de vivre de l'espèce la plus envahissante de la planète, l'espèce humaine. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions très intéressantes. Est-ce que justement, pour continuer dans ces questions sur les conséquences sur les écosystèmes, est-ce qu'on pourrait discuter un petit peu est-ce qu'il y a un impact sur les aspects socio-économiques, notamment dans les milieux urbains peut-être, des espèces invasives? Est-ce que l'un d'entre vous voudrait prendre la parole? Peut-être, je ne sais pas, Monsieur Athanase. Alors oui, bien évidemment, quand on parle des rats, effectivement, je suis d'accord avec vous, voir un rat ou 2 rats dans une rue, ce n'est pas une catastrophe. Si vous êtes restaurateur dans le Vieux-Lyon ou ailleurs, s'il y a des rats, vous avez plus de clientèle 15 jours après. Donc les impacts socio-économiques, ils sont effectivement importants. Et ça, en tant qu'élu, moi, je dois de l'entendre. Donc évidemment, jamais on éradiquera une espèce dite envahissante. C'est la maintenir dans des niveaux qui sont des niveaux qui puissent être acceptables. Après, à définir qu'est-ce qui est acceptable. Je suis sûr que si on fait un sondage dans la rue, personne n'a le même niveau. Hein. Ça, on le voit, on l'a vu de façon assez étonnante. Hein. Soit avec des espèces dont le niveau était devenu très très bas. Moi, je pense à certains oiseaux, le héron ou certains rapaces, qui étaient au seuil de l'extinction, comme le hibou grand-duc ou des choses comme ça. Et plus encore, le héron. En 1977, le Centre ornithologique Rhône-Alpes avait fait un atlas des oiseaux de la région Rhône-Alpes. Il n'y restait plus que des hérons cendrés, que dans la Dombes, et en nombre très très réduit, il n'y avait que quelques héronnières. Et le Centre ornithologique Rhône-Alpes a sorti son 2e atlas, ça devait être en 1998, ou au début d'année 2000, je ne sais plus. Et le héron était effectivement dans tous les départements de la région Rhône-Alpes, assez bien représenté. Et quand on allait interroger les gens, c'était une espèce invasive, c'était une espèce envahissante, alors qu'elle ne faisait que retrouver ses habitats normaux. Et ça, parce que la cause de la disparition des hérons, c'était la chasse, le tir toute l'année, on tirait sur les hérons. Du moment qu'ils ont été protégés, ça a été la loi de 76, les effectifs sont remontés et plein de gens trouvaient ça anormal. Quand je fais des réunions publiques sur des aménagements
de places, de rues, d'espaces verts et tout. J'ai des gens qui se plaignent parce qu'il y a 3 nids, 5 nids de corvidés, corneilles ou corbeaux-freux. Et pour eux, c'est intolérable. C'est une espèce qui a envahi Lyon. Alors effectivement, il y a 40 ans, les corbeaux, les corneilles ne nichaient pas dans Lyon, nichaient en périphérie. Maintenant, parce qu'elles sont chassées en permanence, nichent dans Lyon, mais par contre continuent d'aller manger à la campagne. C'est toujours dans les cultures de Saint-Priest, de Mions, de Chassieux, que vont se nourrir les corbeaux, les corneilles qui nichent dans le centre-ville de Lyon. Donc il y a vraiment cette façon de voir, et ces impacts socio-économiques sont effectivement importants. Et il y a une espèce, moi, qui m'intéresse énormément, dont l'impact économique est énorme, c'est le sanglier. Or, le sanglier, c'est une espèce qui a toujours vécu chez nous, dans des... Enfin, il y a tous les récits de chasse, Gaston Phoebus, enfin, toutes ces choses-là. Il a toujours été là, et dans des effectifs qui étaient assez faibles. Moi, j'ai un grand-père qui était chasseur. Il a vu ses premiers sangliers, il avait plus de 70 ans. Il aurait un peu plus de 100 ans maintenant. Il n'y avait pas de sanglier. Maintenant, c'est l'espèce qui fait le plus de dégâts en France. Alors, ce n'est pas parce que l'espèce a envahi d'un seul coup. Encore une fois, c'est l'homme. Hein. En 2 temps. Premier temps, les chasseurs voulaient lâcher des sangliers. Ce n'est pas une espèce facile à élever. On les a hybridés avec des cochons, c'était plus facile. Ils se reproduisent plus, ils grossissent plus vite. Mais dans la nature, ils se reproduisent plus, ils font des portées plus importantes. Et puis, ils bouffent surtout beaucoup plus, avec des dégâts énormes. Les lâchers sont interdits, se pratiquent malheureusement toujours par certains chasseurs indélicats, mais derrière, on a mis en place un système qui est absolument extraordinaire. On dit qu'on protège les agriculteurs en nourrissant les sangliers. On appelle ça l'agrainage, en mettant du maïs, et on en met des milliers de tonnes par an en France. En bordure, dans des bosquets, dans des forêts, etc. Et là, on maintient artificiellement un niveau de surabondance. Et là, c'est assez extraordinaire parce que les gens qui sont responsables de cette abondance de sangliers, voire de cette invasion à certains endroits, sont les gens qui se présentent comme les défenseurs, puisque c'est eux, avec leurs fusils, qui vont réguler l'espèce. Et c'est un piège assez extraordinaire. Et il y a quelques années, j'avais mis ça dans mon livre en 2011, donc ouais, début des années 2000, dans la Meuse, où vraiment ça avait atteint son paroxysme, les agriculteurs avaient manifesté de façon très, comme ils savent faire des fois, hein, très très forte, très marquée. Et la préfète de l'époque avait interdit l'agrainage. A interdit l'agrainage pendant 2 ans et demi. Et l'effet sur les populations de sangliers a été énorme. Donc, très logiquement, il faudrait interdire l'agrainage partout en France. Mais même là où ça avait marché, la préfète a tenu 2 ans et demi, a été obligée de lâcher face à la pression des chasseurs, qui ont des moyens de pression encore plus forts que les agriculteurs, qui pourtant ne sont pas les derniers à se faire entendre. Donc voilà, on a des situations qui sont assez folles. On est capable, parce que typiquement, le sanglier, c'est une chimère qui a été inventée par l'homme et qui est devenue effectivement très très importante. C'était, dans les années 60, l'espèce la plus chassée en France, c'était le lapin. Lapin, myxomatose, etc. Les populations ont baissé. Maintenant, c'est le sanglier. Et quand vous voyagez un petit peu, en Europe en tout cas, vous voyez là où les chasseurs sont spécialisés, c'est les espèces qu'on va revoir le plus, parce que artificiellement, on maintient des surabondances. Et là, ce serait pourtant facile de verrouiller, et on ne le fait pas. Et quand, effectivement, les sangliers rentrent dans la métropole de Lyon, au bord de l'autoroute A6 à Dardilly, des choses comme ça, il faut prendre des mesures. Et là, c'est juste scandaleux. Les animaux sont rentrés en ville. Ben oui, ils sont rentrés parce qu'en ville, il n'y a pas de chasse, ils cherchent la tranquillité. Et malheureusement, quand ils traversent l'autoroute, ça peut avoir des conséquences qui sont très graves. Et on est sur des phénomènes qui sont assez importants. Et tous les animaux dits invasifs ne sont pas traités de la même façon. Et ça, c'est effectivement assez regrettable. Alors, on reviendra sur la question de leur gestion justement dans la 3e partie. Madame Pellens, vous vouliez réagir? Oui, je voulais. Il y a une étude d'un collègue au muséum, le docteur Frédéric Giguet, qui montre qu'en fait, les chasseurs sont très mauvais. Ils ne chassent que des espèces âgées après la reproduction. Et en faisant cela, ils permettent
que les jeunes s'installent, que les populations de jeunes s'installent. Ça veut dire qu'ils chassent ceux qui sont malades et qui sont âgés. Du coup, ils ne font rien dans le sens de contrôler les populations. Dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt, comme toujours, très pitoyable dans tous les sens. Ouais, moi, ça m'intéresse de réagir sur cette problématique du sanglier. Le sanglier en France, on tuait 25 000 sangliers dans les années 50. On en a tué 872 000 en France l'année dernière. 70 millions d'euros de dégâts financés intégralement par les chasseurs, il faut quand même le préciser, oui, parce que ce n'est pas le monde agricole qui finance ni l'État, hein, c'est les chasseurs intégralement qui supportent. Mais problème de la chasse, sport vieillissant, alcool aidant ou pas. Je connais très bien le monde de la chasse, donc je dis ça assez librement. En fait, effectivement, le gibier initial était le lapin. Disparition, déstructuration des paysages, politique agricole commune, agrandissement des parcelles. De fait, moins d'habitat pour le lapin. Le lapin disparaît, aidé par la myxomatose, hein, donc il y a un virus qui a été lâché par Rouget de Lille, non, par le comte de Maillebois, Rouget de Lille, je pensais à la Marseillaise. Et en fait, le monde de la chasse, pour ne pas perdre son poids politique, hein, parce que c'est à peu près 1,2 million de chasseurs, 950 000 pratiquants en France, hein, on est le pays européen qui le chasse le plus. En tout cas qui a la plus grande densité de chasseurs, pour ne pas perdre son poids, le poids économique, s'est mise à gérer cette espèce qui finalement s'est avérée assez facile à élever quand on fait de l'agrainage. On est parti d'un agrainage pour éviter qu'ils sortent dans les champs, qu'on appelle un agrainage dissuasif. On mettait du maïs dans les bois, de manière assez éparpillée pour que le sanglier ait toute la nuit pour chercher et éviter de sortir dans les cultures. Les agriculteurs n'ont pas forcément aidé le phénomène en plantant du maïs au bord des bois. Subventionné par ailleurs, et donc en fait on en arrive à l'expression même d'une espèce envahissante, hein, qui se trouve maintenant sur la Cisse. La Cisse a été coupée la semaine dernière pour faire une battue pour déloger les sangliers à côté de chez Porsche, je crois. Comme quoi ils se mettent partout, enfin ils se mettent bien quand même, je trouve. À côté il y a Jaguar aussi. Et en fait, oui, en fait une espèce peut être aussi envahissante pour des questions sociologiques, des questions idéologiques et pas forcément des questions purement techniques. On le voit, hein, là, le sanglier, alors les plus gros départements de sanglier, c'est l'Ardèche, le Var, le Vaucluse, hein, c'est des départements où on prélève énormément de sangliers, et le sont pour des questions idéologiques et de maintien du poids de la chasse en France, hein, puisqu'on sait pertinemment que c'est transpolitique, la chasse. Alors, la chasse est un poids politique important, on l'a vu au départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Et donc pour conserver ce poids, il faut conserver le nombre de permis de chasser. Pour conserver le nombre de permis de chasser, il faut préserver une espèce pour laquelle on a une grande opportunité de pouvoir tuer au moins un spécimen dans sa saison de chasse, qui fait qu'on va prendre son permis de chasser. Et donc en fait c'est pour ces questions un petit peu dévoyées qu'on s'est mis à faire de l'agrainage massif, et donc on a fait de l'élevage de sangliers en pleine forêt. Dissuasif versus massif, et on en arrive à ces extrémités où on dit on ne sait plus comment faire, mais c'est pas très compliqué en fait, hein. C'est pas très compliqué à faire, hein. Faut pas, on arrête l'agrainage et plus de consignes de tir pour les chasseurs et ça va vite être résolu, hein, le problème. Donc voilà une espèce qui exprime son caractère envahissant, ouais, pas invasif parce qu'il était chez nous, envahissant, forte génétique, hein. Le sanglier c'est 3 portées tous les 2 ans. Donc une gestation courte, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et donc si on lui laisse exprimer son caractère invasif génétiquement, ça explose, quoi. Et là, 872 000 sangliers l'année dernière. Voilà. Donc oui, on est encore responsable, une fois de plus. Mais je ne vais pas me pendre ce soir, par contre, hein. Le suicide collectif, vous pouvez y aller. J'irai pas avec vous ce soir, mais on peut s'y retrouver un de ces 4. Ouais. Alors très rapidement, Madame Pellenis, pour qu'on puisse enchaîner. C'est pour vous dire, la plupart des espèces qui se retrouvent dans des exotiques sont arrivées de manière accidentelle. Mais celles qui sont invasives et qui causent des dégâts sont souvent arrivées de manière intentionnelle. J'ai des projets de recherche sur des espèces exotiques envahissantes en Nouvelle-Calédonie. Et le problème là, on a les cerfs. Les cerfs, ça serait facile de laisser les populations se réduire jusqu'à qu'elles disparaissent. Le problème, c'est des chasseurs. Les chasseurs veulent que ça continue. Oui, ça veut dire les contrôles
passe par une nouvelle manière par l'établissement de nouveaux comportements de la population. C'est quelle valeur il y a de permettre l'introduction ou la reproduction de certaines espèces qui causent des dégâts, qui amènent des espèces à l'extinction, si cela ne bénéficie qu'une fraction minimale de la population. Je ne suis pas en train de dire que les populations minimales ne doivent pas être écoutées, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre forme de loisir? Oui. Alors justement, vous avez parlé de la chasse. C'est une des manières de gérer les espèces dites invasives. Là, on va enchaîner sur la troisième partie, justement, qui est sur comment remédier, enfin, si on doit y remédier, et donc la gestion des espèces invasives. Premièrement, comment et par qui sont-elles gérées dans les villes et aussi en dehors des villes? Peut-être que M. Athanase, vous pouvez commencer. Alors, j'allais pratiquement à chaque espèce une méthode différente pour réguler, bien évidemment, et que ce soit des espèces animales ou que ce soit des espèces végétales, c'est la même chose. Voilà, tout à l'heure on a parlé du moustique, puisque c'est vraiment l'espèce pour laquelle nous on reçoit le plus de plaintes. Donc là, vraiment une gestion, j'allais dire, de spécialistes. Donc la lutte contre le moustique dans toute la région, enfin dans la région Rhône-Alpes, l'ex-région Rhône-Alpes, est délégué à une entente interdépartementale, donc une collectivité qui a fait preuve qu'elle savait effectivement bien faire sur les espèces de moustiques locales, que ce soit les moustiques qu'on avait en ville, Culex pipiens, ou que ce soit les espèces plus rurales, les Aedes. Mais avec l'arrivée de ce moustique-là, qui est pourtant un Aedes également, les mêmes produits, c'est une lutte biologique. On ne traite, sauf en cas de dengue présente et tout, où on fait des traitements aériens pour tuer les adultes, ce sont toujours les larves qui sont visées. Les mêmes bactéries, c'est Bacillus thuringiensis israelensis qui est utilisé, ça fonctionne, sauf que ce qui est complètement différent, c'est les gîtes des moustiques. Les gîtes des moustiques et les moustiques tigres, dès que vous allez à la campagne, ça va bien. Le week-end, on prend la voiture, on fait 20 km et on est bien, on peut boire l'apéro tranquille et refaire un barbecue, ce qui me manque énormément. Et parce qu'on a des gîtes de partout. Vous prenez à la Part-Dieu, l'hôtel de métropole est à la Part-Dieu. Toutes les terrasses avec les petites dalles en béton, elles sont posées sur des plots. Dessous, il y a un vide, et sous ce vide, après chaque averse, il y a un petit peu d'eau. Alors, il n'y en a pas beaucoup de l'eau, mais les autres moustiques n'y allaient pas, lui, il y va. Cycle larvaire, 8 jours, alors que le record pour les espèces indigènes, c'était 15 jours avec Culex pipiens. Donc, on voit un petit peu comment on fait pour traiter ces milieux-là. C'est juste impossible d'aller répandre les bactéries dans ces endroits-là. Les toits terrasses, fabuleux ça aussi. Les toits terrasses, il y a 40 ans, tous ces toits bien plats, ils étaient recouverts de gravier pour des tas de raisons, protection de l'étanchéité et tout. Puis finalement, c'était un petit peu cher. Il n'y a plus personne ne met des graviers dessus. Un toit, et avec les toiles goudronnées qui sont posées dessus, n'est jamais plat. Une averse, des grandes flaques d'eau et des moustiques tigres. En veux-tu, en voilà. Alors, on continue à dire aux gens, et c'est vrai, vider les coupelles sous les pots de fleurs et tout. Mais malheureusement, le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là-dessus, la méthode de lutte, pour l'instant idéale, on ne l'a pas trouvée. Beaucoup de gens me réclament les traitements aériens. C'est juste hors de question. Autant on le fait ponctuellement quand il y a des cas de dingue. Un traitement aérien pour détruire les adultes serait une catastrophe parce qu'on n'a pas de produits sélectifs. Donc tous les insectes seraient détruits. Et vu la vitesse à laquelle les larves se développent, il faudrait pratiquement qu'on traite tous les 15 jours. On arriverait à faire baisser les populations, mais on n'aurait plus un insecte dans la métropole. Et là, pour l'instant, on est complètement coincé. Et effectivement, c'est toujours autour des collectivités qu'on se retourne. Le maire ne fait rien, la métropole ne fait rien, etc. Mais on a des méthodes de lutte qui sont très, très difficiles. Après, sur des
Sur les méthodes végétales, hein, tout à l'heure on parlait de l'ambroisie, où effectivement on continue de demander au service espace vert d'arracher l'ambroisie quand il y en a, parce qu'il faut quand même montrer l'exemple, ne serait-ce pour que les gens puissent identifier l'ambroisie, qu'ils confondent avec l'armoise ou avec des tas d'autres plantes. Mais vraiment, c'est l'année où finalement j'ai le mieux réussi hein, dans le mandat, c'est l'année où on avait fait une lettre co-signée avec le président de la Chambre d'agriculture en rappelant aux agriculteurs qu'après les moissons, il fallait absolument qu'ils mettent un petit coup de labour. Un coup de herse suffit pour éviter que ça pousse. Et là, on a eu effectivement une baisse. Hein. On n'a pas la possibilité de compter le nombre de pieds ou le nombre d'hectares, mais ça se fait au comptage de pollen, et on avait vu ça au comptage de pollen, effectivement, que c'était une année qui l'était moins. Mais c'est des choses qu'il faut répéter sans arrêt. La Jussie, on ne sait toujours pas faire. On fait des opérations, là où c'est qu'il y en a, on fait des récoltes qui sont manuelles, qui sont très compliquées. Hein, quand vous avez de la Jussie sur un étang, ce n'est pas un petit bassin, c'est très compliqué. Il faut gérer après cette matière-là. Mais de toute façon, un petit morceau de bouture de Jussie, c'est comme la renouée du Japon, et ça repart. Hein. Donc, les méthodes de lutte, il n'y a pas de méthode de lutte qui existe. Après, voilà, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'émineuse du marronnier. On a eu plus récemment, et de façon beaucoup plus grave, on a eu sur les buis, la pyrale du buis. Pyrale du buis, si vous étiez dans le Bugey, si vous étiez dans les contreforts du Vercors, c'était effectivement très, très impactant. Et on a même pensé que les buis allaient disparaître. Hein. C'était vraiment phénoménal. Finalement, c'est redescendu. Il y a quelques buis qui repartent un petit peu. Et c'est une espèce, par contre, où on va avoir des cycles. Et on est en train de modifier complètement des milieux naturels. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour traiter, on balance encore un Bacillus thuringiensis, mais le type, hein, cette fois, ça marche, on l'a fait sur la processionnaire à une époque, sauf qu'on va détruire tous les papillons. On a déjà perdu pratiquement 90% de nos papillons en France. Est-ce que pour lutter contre la pyrale du buis, il faut balancer un insecticide biologique, hein, c'est vraiment, il n'est pas du tout chimique, donc c'est les chenilles qui le mangent, mais ça veut dire que tous les papillons vont être impactés. Donc voilà, c'est vraiment ça, et tout le travail, que ce soit des chercheurs, que ce soit des gestionnaires ou que ce soit des élus, c'est d'arriver à trouver la bonne mesure. Qu'est-ce qui est insupportable sanitairement, économiquement, sociologiquement, et à partir de quel moment il faut qu'on intervienne, à partir de quel moment on n'intervient plus. Et ça, c'est avec quoi, bien sûr, mais ça, c'est un équilibre qui est vraiment très, très difficile. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'occupait avant en tant que protecteur de la nature, gestionnaire de milieux naturels, et qui m'occupe maintenant en tant qu'élu. Alors, merci beaucoup. Madame Sanvicens, peut-être vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce que préférerait une association comme Zoopolis en termes de régulation des espèces liminaires, du coup. Oui, alors d'abord, peut-être rappeler rapidement un peu les méthodes qui sont utilisées. Aujourd'hui, donc globalement, en fait, on fait face à un arsenal de méthodes létales visant les animaux liminaires, donc des méthodes qui sont de plus en plus diversifiées, mais qui ont toutes pour objectif de tuer les animaux, et que nous considérons donc à la fois comme cruelles et à la fois comme inefficaces. Donc je vais en détailler peut-être certaines, et puis qui généralement aussi ne sont pas sélectives. Donc par exemple sur la question des pigeons, donc pigeons bisés, donc les méthodes qui sont utilisées donc dans les zones rurales, ça peut être donc comme ça avait été évoqué la question donc des chasseurs avec des carabines à air comprimé qui viennent tuer les pigeons pendant qu'ils dorment en fait la nuit. Donc toutes les méthodes que je vous cite sont des méthodes qui sont légales. Et notre association se bat pour qu'elles deviennent illégales. Donc ensuite, il y a les méthodes donc, de capture de pigeons. Donc, ce sont des cages qui sont placées sur le toit d'immeubles à l'abri des regards et qui ont pour objectif donc, de capturer les pigeons. Ensuite, ils sont transportés pour être gazés, donc mis dans des caissons et on met du gaz, généralement du CO2. Donc, ça provoque une asphyxie, une mort qui est lente et douloureuse. Donc, par exemple, la mairie de Villeurbanne utilise cette méthode. Elle a annoncé arrêter suite à notre réunion il y a quelques jours, mais c'est aussi ce que fait la mairie de Vaux-en-Velin et ce que font d'autres mairies en France. Donc, par exemple, sur la question des pigeons, il y a aussi la question donc, de l'effarouchement,
qui est une méthode qui est assez appréciée par certains écologistes, qui est aussi considérée comme une méthode gadget. Hein. Donc, ça consiste à faire venir des fauconniers, donc qui dressent des rapaces, qui sont des animaux sauvages captifs, et qui vont donc faire peur à des pigeons. Donc, au passage, certains vont être tués. Donc, on considère que c'est une méthode létale. Et puis, surtout, je rappelle quand même que si les pigeons ont été utilisés durant la Première Guerre mondiale, c'est qu'ils ont un très grand sens de l'orientation. Et donc, ils vont revenir quelques jours après. Voilà, donc ça, c'est des méthodes qui sont évidemment cruelles. Le ministère de l'écologie a écrit dans une réponse écrite à des parlementaires que les méthodes létales visant les pigeons sont inefficaces à long terme, puisqu'en fait, très rapidement, les pigeons qui restent, puisqu'évidemment ce ne sont pas tous les pigeons d'une commune qui sont tués, vont se reproduire puisqu'il y a une niche écologique disponible, et donc la population va être reconstituée assez rapidement. Et ce qui est important de souligner, c'est que sur la question des pigeons bisés, il existe des méthodes que nous considérons comme éthiques et efficaces. Donc il y a les pigeonniers contraceptifs, qui sont des méthodes en fait qui permettent d'intervenir à la base, c'est-à-dire il y a une intervention sur les œufs, où donc il y a un prestataire qui s'occupe donc de secouer les œufs, ce qui va faire qu'il va y avoir moins de naissances de pigeons. Donc ça, c'est une méthode qui est très utilisée depuis longtemps. Et puis, il y a une méthode plus récente, comme le maïs contraceptif, qui est utilisé notamment à Barcelone depuis des années, où il y a eu un suivi scientifique pour mesurer l'efficacité, qui est le fait de nourrir des pigeons avec un maïs enrobé d'une substance contraceptive. Et en fait, les œufs que vont pondre les pigeons ne vont plus éclore. Et donc, le nombre de pigeons à Barcelone a été divisé par 2, alors que je précise qu'il y en a 10 fois plus qu'à Paris. Hein, donc, voilà, c'est en termes de rapport. Donc, ce sont des méthodes comme ça qui existent, qui sont souvent méconnues par les institutions, enfin les mairies notamment, et qui pourtant existent. Voilà. Et puis sur la question des rats, il y a un arsenal de méthodes diverses et variées pour les tuer. Donc évidemment, celui qui est le plus connu, c'est les anticoagulants, hein. Donc ce poison qui provoque des hémorragies internes chez les rats, mais chez tout animal qui a accès, hein. Donc souvent c'est dans des boîtes noires censées limiter l'accès. Bon, dans les faits, il y a d'autres animaux qui ont accès de manière accidentelle et qui également sont empoisonnés. Alors, soit ils arrivent à être sauvés à temps par des vétérinaires, soit ils décèdent également. Pareil, sur la question des cages pour les pigeons, il y a d'autres oiseaux qui sont piégés, hein, notamment des choucas des tours, qui est une espèce protégée. Voilà, donc sur les rats, il y a aussi la question du gaz carbonique injecté dans les terriers qui a été également utilisé, les pièges à alcool, enfin bon, toute une série de méthodes en fait qui visent à les tuer. Et pourtant, en fait, c'est pas efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rats deviennent résistants aux anticoagulants. On a plusieurs générations de poison. Donc, jusqu'où on va aller comme ça, cette course à l'empoisonnement, sans finalement se poser sérieusement la question de l'efficacité. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des indicateurs qui soient sérieux et fiables. Quand nous, on demande aux mairies, vous utilisez le gazage des pigeons depuis des années, est-ce que vous considérez que c'est efficace ? Quels indicateurs vous mettez en place pour voir si ça fonctionne ? Parce qu'on a des animaux qui souffrent. Donc, à minima, est-ce que ça fonctionne ? Et tout le temps, les mairies nous disent « Ah ben non, on n'a pas pensé à mettre des indicateurs, on ne sait pas comment faire, etc. » Donc, un indicateur qu'on propose, qui paraît être quand même le B à bas d'un point de vue scientifique, c'est de compter le nombre d'animaux. Donc, par exemple, la mairie de Paris avait commandé une étude en 2018, si j'ai bonne mémoire, pour compter le nombre de pigeons. Et alors que des nombres divers et variés étaient balancés comme ça pour faire peur, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait que 23 000. À New York, il y a donc un étudiant en statistique qui a également fait une étude pour compter le nombre de rats, parce que tous les nombres étaient balancés. Donc, les journaux faisaient état qu'il y avait 8 millions de rats à New York. Finalement, il n'y en a que 2 millions. Alors, vous me direz, c'est 2 millions. Bon, le fait est que c'est divisé par 4. Donc, je pense que les nombres ont un sens. Donc, c'est important. Et donc, l'étude qui est dirigée et financée par l'ANR au Muséum d'histoire naturelle, hein, qui est la première étude qui vise à étudier le comportement des rats à Paris. Parce qu'en fait, on raconte beaucoup de choses sur les rats. On sait qu'apparemment, il y a des pathogènes sur leurs excréments. Bon, je pense que ce n'est pas non plus la révolution de penser qu'il y a des pathogènes sur les excréments d'animaux. Mais en fait, on ne connaît pas le comportement élémentaire des rats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire est-ce que les rats vivent dans un quartier, est-ce qu'ils vont traverser toute la ville, etc. Ça, on ne le sait pas. Et donc, cette étude qui est dirigée par le Muséum d'histoire naturelle, mais aussi avec d'autres instituts de recherche, est une étude très importante. Donc, on aura les résultats, j'espère, d'ici un an. Et elle donnera aussi des éléments sur le nombre de rats à Paris.
Donc là aussi, c'est important pour ne pas pouvoir raconter tout et n'importe quoi. Je pense que si on connaît mieux le comportement de ces animaux, on pourra mettre en place des méthodes sérieuses pour limiter leur nombre. Je voudrais également saluer des initiatives de municipalités qui tentent des choses, qui mettent en place des initiatives. Donc, par exemple, la mairie de Strasbourg a lancé une mission d'information et d'évaluation sur la question notamment des rats et a choisi donc de faire une gestion des déchets beaucoup plus stricte, des méthodes beaucoup plus en amont, beaucoup plus préventives sur la question des rats plutôt que le tout létal. La mairie de Bordeaux, par exemple, a mis un terme à la chasse aux sangliers sur leur terrain et la mairie de Paris va mettre en place un groupe d'études, un groupe de travail sur la cohabitation avec les rats et notamment les méthodes non létales. Donc on voit qu'il y a des municipalités qui se posent la question de comment on peut faire autrement plutôt que ces méthodes qui en réalité ne sont pas efficaces. Et je vous recommande vraiment de voir le documentaire d'Arte qui s'appelle « Les rats, tout un monde », qui fait en fait le panorama des études scientifiques dans le monde, donc à Berlin, dans les pays du Nord, à Vancouver, et d'ailleurs aussi du Muséum à Paris, sur des études vraiment de recherche sur le comportement des rats, sur comment ils vivent, mais également sur l'impact des méthodes létales et sur l'impact désastreux, puisque en réalité, ça ne fonctionne pas, et bien au contraire. Voilà, alors, désolée de vous interrompre, on va devoir enchaîner. Juste 5 minutes pour la dernière question, pour qu'on puisse entendre les questions du public après. Avez-vous des exemples d'espèces qui ont été considérées comme envahissantes par le passé et qui ne le sont plus aujourd'hui? Alors, ça peut être par l'autorégulation ou par l'intervention humaine. Peut-être Monsieur Athanase. Je vous en ai cité quelques-unes sur des cycles naturels. La mineuse du marronnier, moi j'ai trouvé ça assez spectaculaire parce que ça a vraiment été très peu de temps après. Sur la pyrale du buis également, même si on connaîtra à nouveau des moments où ça va être invasif, mais plutôt sur des cycles naturels, sur des interventions humaines. Moi, je ne connais pas de cas, je ne sais pas vous, monsieur Lasseur, si vous avez des cas. Moi, je ne connais pas de cas où ça a marché sur un continent. Ça marche sur des îles, ça bien évidemment, et heureusement, puisqu'il y a des endroits où il y avait des espèces qui auraient pu disparaître, dans les îles australes, notamment avec un certain nombre d'espèces d'oiseaux marins, qui ont failli disparaître à cause des rats, à cause des chèvres, dans certains endroits. On a plusieurs espèces comme ça qui peuvent être invasives, mais on est sur des milieux qui sont quand même des milieux clos. Donc sur une île, on peut mettre des moyens, effectivement, pour éradiquer une espèce. Chez nous, c'est juste pas possible. Donc on peut simplement maintenir des niveaux de population et il faut arriver à trouver le niveau d'acceptation des populations qui est complètement variable. Si vous êtes agriculteur et que ça fait des dégâts dans vos cultures, vous n'avez pas le même niveau d'acceptation que si vous êtes citadin. Voilà, donc c'est vraiment arriver à trouver ce niveau-là et ça c'est vraiment quelque chose de délicat. Mais après, peut-être mettre en parallèle ces espèces invasives qui nous posent beaucoup de problèmes, qui sont heureusement pas si nombreuses que ça, et d'un autre côté, mettre en parallèle l'extinction, la 6e extinction de masse qu'on est en train de vivre, avec des espèces qui s'effondrent à une vitesse impressionnante en ce moment. On a perdu 80% de nos insectes pollinisateurs en Europe, en Amérique du Nord. On est sur des chiffres qui sont impressionnants. Effectivement, tout à l'heure, monsieur Lasseur, vous le disiez, le fait de disparition d'espèces ou d'effectifs très très bas fait que d'autres espèces vont en profiter. Et on est là dans des dérèglements. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement impressionnant. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on prenne très au sérieux. Il ne faut pas être alarmiste, sauf quand on a des vrais problèmes de santé publique. Et là, effectivement, il faut faire quelque chose. Je suis farouchement contre les traitements aériens des moustiques, je l'ai dit tout à l'heure. En aucun cas, je m'opposerai à un traitement parce qu'il y a un cas de dingue dans un quartier, bien évidemment. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. Mais voilà, à part ces exemples-là, donc quelques espèces comme ça qui ont été invasives à un moment, de méthodes humaines en France métropolitaine, non, moi j'en connais pas, je sais pas, c'est... Ouais, simplement pour rebondir, je pense qu'il y a une question de temporalité. Faut aussi
Moi, je milite toujours pour que, en fait, il y ait des tours de table qui soient faits entre les gestionnaires, les élus, la défense, la protection des animaux, les instances sanitaires, notamment Santé publique France, avec qui on travaille beaucoup. C'est une question de vision globale. Le point d'arrivée, on le comprend. Notre interaction à l'animal en ville change. Aujourd'hui, on a effectivement, depuis 30 ans, cette interaction change. Et je pense que c'est une tendance qu'il faut qu'on sache prendre en compte, qu'il faut qu'on sache écouter. Mais il y a une question de temporalité, c'est comment demain matin on résout le problème de ces gens qui sont malheureusement de la France silencieuse, qui n'ont pas la chance de prendre le micro comme nous on le fait ce soir, mais qui pour autant croisent des rats dans la rue. Le soir on rentre chez eux et ont l'impression qu'on ne fait rien pour eux parce qu'ils croisent des rats dans la rue, quoi. Et ça, c'est pas un phénomène mineur en France. Donc c'est une question de temporalité et je pense que nous-mêmes qui sommes très impliqués dans la recherche de solutions de biocontrôle ou de biosolutions, comme on pouvait tout à l'heure, alors effectivement, malheureusement, la neutralisation des pigeons par contraception, ça fait avec une molécule qui s'appelle la nicarbazine, qui n'a rien de naturel. Bon, dans la démarche, je ne trouve pas ça très très clean. Nous, on travaille sur des solutions de biocontrôle, on travaille notamment sur des solutions de champignons qui permettent de réguler les insectes, mais on peut imaginer ça aussi sur les rongeurs. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps à la recherche, il faut qu'on sache parler d'une seule voix, trouver un consensus, parce qu'aujourd'hui c'est bien, on échange des points de vue, c'est super, mais sauf que demain matin on n'aura pas changé grand-chose. L'intérêt c'est qu'on se mette tous autour de la table, qu'on trouve des solutions globales, qu'on trouve une tendance globale et qu'on laisse aussi le temps à la recherche de trouver des solutions. Et le braquet qui consiste à dire on va passer du non-létal, du létal au non-létal demain matin, c'est pas très sérieux non plus, parce que en tous les cas, les porte-drapeaux de ce type de solution ne sont pas souvent ceux qu'on a à être victimes de ces espèces-là au quotidien. Voilà, il y a des gens qui glissent sur des fientes de pigeons, il y a des monuments qui ont besoin d'être faits régulièrement parce que les fientes acidifient les monuments, et tout ça, on ne peut pas le mettre sous le tapis. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille dans la temporalité. Je pense qu'il y a des gens qui ont des besoins. Effectivement, je rejoins M. Athanase en disant la lutte aérienne contre le moustique, c'est fini. Ponctuellement, les ARS coordonnent quelques opérations quand on a des cas de dingue autochtones ou des cas de dingue importés. Le reste, on essaie de le faire avec de la globalité, avec du conseil, avec de l'information. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut mettre au crédit du mandat du maire de Lyon, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'informations, beaucoup plus qu'avant. C'est important, informer. Moi, je fais moi-même beaucoup de conférences sur ces espèces-là. Il faut informer. Les gens, souvent, découvrent le moustique tique comme une nouvelle espèce. C'est une espèce qui pique le jour. Avant, on se faisait piquer la nuit. Une femelle, elle pond dans 20 millilitres d'eau, elle pond 15 œufs, et 8 jours après, vous avez produit vos propres moustiques. Ça, c'est une nouveauté. Et donc, ça veut dire qu'il faut informer pour sensibiliser, pour comprendre. Il faut que les gens comprennent également pour faire effectivement apporter leur pierre à l'édifice au quotidien, parce que l'élu tout seul, il ne pourra rien faire. Le chimiste, malheureusement, il a développé des solutions parce qu'on avait des vrais besoins, et aujourd'hui, on lui dit c'est fini. Ok, on va essayer de développer autre chose, mais il faut aussi se laisser le temps, la compréhension, le temps également de la transition vers des méthodes beaucoup plus vertueuses sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental, on est bien d'accord, mais je pense que ça prend du temps. Et on ne peut pas condamner les pratiques d'aujourd'hui ou les pratiques d'il y a 30 ans avec notre regard d'aujourd'hui. Il y a un moment, il faut aussi se laisser le temps que ces solutions arrivent. Il faut aussi que le gouvernement et que les autorités entendent que développer une nouvelle approche sur une nouvelle espèce, c'est pas si simple. Le moustique, le frelon asiatique aujourd'hui, c'est pas simple. On a des nouvelles méthodes qui arrivent, mais ça prend du temps depuis 2004. Donc en fait, on n'a pas la baguette magique, et je suis assez d'accord avec vous, on n'a pas la solution sur un certain nombre de sujets. Et puis c'est une question d'espace. Autant sur une île, en milieu insulaire, c'est un milieu fini, c'est un milieu dont on est capable de faire des inventaires. Compter, c'est sympa, mais si c'est pour faire du saucissonnage et puis multiplier par 100 parce qu'on a une surface qui est 100 fois plus importante que ce qu'on a compté, il y a une marge d'erreur qui est monstrueuse. Donc on en arrive à des chiffres. À Paris, il y a 2 millions de rats. Non, à Paris, il y en a 8. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Alors, monsieur Lasseur, je suis désolée, on va devoir conclure. Je conclue, je suis désolé. Et donc, en fait, l'idée, c'est globalité et puis respecter cette temporalité de la mise au point des nouvelles solutions en se mettant tous autour de la table. Moi, le premier, l'idée, c'est pas forcément de faire de l'échange de points de vue, c'est trouver les solutions. Parce que les points de vue, à la limite, maintenant qu'on se les ait dit, on s'en fout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des solutions qui permettent à ces millions de Français qui en souffrent au quotidien de pouvoir être entendus et considérés dans les problèmes qu'ils ont avec ces espèces-là. Alors, merci beaucoup. Donc, Madame Pellens, alors très très rapidement, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, ce que je voulais dire, c'est
En fait, sur les îles, à mon avis, ce n'est pas une question des milieux fermés aux petits, c'est une question de volonté. Des volontés politiques, des volontés de communication et ainsi de suite. Mais pour vous donner un exemple, en Nouvelle-Calédonie, sur 1200 espèces exotiques, il y a 18 espèces qui sont disparues, qu'on a identifiées dans un moment de l'histoire, qu'il y a des documents qu'elles sont restées 4-5 ans, et puis elles ne se trouvent plus. Et l'exemple le plus notable, c'est le lapin. Il n'y a pas de lapin en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Zélande fait une politique, une dynamique d'éradication des fourmis aux frontières. Comme les fourmis arrivent dans tous les conteneurs, etc., ils déploient un nombre, 1000 ou 2000 pièges qui restent presque permanents. Et là, ils capturent les fourmis, ils ne laissent pas rentrer dans les territoires. Et autre chose, nous avons parlé beaucoup de santé humaine et très peu de biodiversité. Et je suis contente de vous entendre là. Mais la question est... le problème à ce moment, c'est que, surtout en France et en Europe, on prend nos décisions de tout ce qui concerne les espèces invasives concernant l'humain, la population humaine et ses impacts. Mais nous sommes dans une démarche qui, on sait que nous sommes en train de perdre la biodiversité à chaque jour et à une vitesse incroyable. Et il va falloir que notre attention porte sur cette partie du vivant qui est à la fois aussi une manière de contrôler, de nous permettre de faire résistance aux espèces invasives. Alors on va s'arrêter là, merci beaucoup. Donc pour conclure rapidement, on voit qu'aujourd'hui peut-être la chose la plus importante qu'il faut prendre en considération, c'est la perception qu'on a des espèces invasives ou de toutes ces autres espèces qu'on considère comme envahissantes. Il y a aussi des questions d'éducation qui sont très importantes à prendre en considération. Et puis peut-être, comme vous l'avez dit, il faudrait un travail entre les associations et les collectivités locales pour qu'on trouve des nouvelles solutions qui puissent être assez efficaces pour qu'il y ait des niveaux qui restent acceptables. Alors maintenant, on va passer des micros dans la salle s'il y a des questions. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah. Bonsoir. J'avais une question parce que vous avez fait régulièrement le lien entre les moustiques tigres et les JO cet été. Et j'ai pas tout à fait compris pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a un mix de plusieurs nationalités et du coup il y a un risque de propagation? Ou si c'est juste le nombre de personnes qui va faire que... Enfin, j'ai pas compris. Non, c'est pas une question ethnique, hein, vous inquiétez pas. En fait, le moustique gris est installé, il est bien installé en région Île-de-France. Et la problématique, c'est qu'on a des millions de personnes qui vont arriver, au-delà des punaises des lits qui vont transporter. En fait, il faut deux choses pour déclencher une épidémie. Alors, on les stoppe assez rapidement aujourd'hui avec le dispositif ARS, l'Agence régionale de santé, qui est relativement efficace aujourd'hui, on peut le dire, puisque c'est une trentaine de cas de dingue autochtone en France l'année dernière. Pour l'année dernière, le nombre de cas de dingue qui se sont déclarés sur le sol français, c'est à peu près 1600, contre 0 en 2004. D'accord. Et quelques cas de dingue autochtone. La dingue autochtone, c'est que je chope la maladie en ayant été piqué alors que je n'ai pas voyagé. Ça veut dire que le virus était chez quelqu'un d'autre. Avec un afflux de touristes en France, on va potentiellement avoir beaucoup de gens qui vont arriver sur le sol français, porteurs de la dengue, asymptomatiques. Je arrive sur le sol français, je suis brésilien, je suis asiatique. J'arrive sur le sol français, j'ai du virus dans mon sang, je n'ai pas encore déclenché les symptômes et j'arrive sur un territoire sur lequel le vecteur est présent. Je vais pouvoir me faire piquer, alors ce vecteur va pouvoir déclencher un départ épidémique en piquant quelqu'un d'autre, puisque encore avec la chance qu'on a avec Aedes albopictus, qui est le moustique tigre qu'on a chez nous, il pique l'homme, comme les oiseaux, comme les animaux domestiques et les animaux sauvages. Son petit cousin qui est aux portes de l'Europe, qui s'appelle Aedes aegypti,
qui lui ressemble fortement, ne pique quasiment que l'homme. Donc avec des départs épidémiques encore potentiellement plus importants. Donc en fait, c'est des maladies de flux. Donc si on a la mondialisation des échanges et ce type d'événements mondiaux, en fait, favorise l'arrivée sur le sol français de patients asymptomatiques porteurs de virus. Et si on arrive à un endroit où le vecteur est présent, eh ben, le départ épidémique, il est possible. C'est pas forcément les JO, c'est les flux en fait qui nous intéressent. Alors merci beaucoup. On va prendre une deuxième question. Oui, alors je vais essayer d'être succinct pour poser 2 questions. La première, c'est est-ce que le fait qu'un animal soit mignon, le chat, la on dit un animal, mais... oui, un animal. Non, mais c'est pas des animaux. Mais des fois, ils sont plusieurs. Ça, effectivement. Mais j'en avais plusieurs en tête. Donc des chats, des perruches, des choses comme ça, ça fait que l'homme va plus l'introduire et du coup, ça va conduire à ce qu'il y ait plus d'espèces invasives. Et la deuxième question, elle est plus pour vous, Monsieur Athanase. Je fais partie d'un conseil de quartier où la question des corneilles revient souvent, et à chaque fois ça monte, et à la fin on finit par dire il faut des chasseurs pour les tirer en ville, bref, ça devient n'importe quoi. Du coup, ma question, c'est comment on sensibilise ce genre de personnes, les citoyens lambda, comment vous faites pour les sensibiliser, pour leur dire, en fait, il faut aussi cohabiter avec ces espèces juste et apprendre qu'il y a de la biodiversité autour de nous et que c'est important, quoi. Il faut l'inviter. Bonne idée. Ah mais oui, non, mais c'est un sujet qui est effectivement récurrent, hein, ça. Sur la première, c'est pas parce qu'une espèce est mignonne qu'on l'introduit. Ça peut être également parce qu'on a envie d'un nouveau gibier. Les cerfs dont vous parliez, dans un certain nombre de pays, ont été apportés parce que c'était un gibier nouveau, pas de prédateurs, les chasseurs pas organisés, et ça part en live complètement. Voilà. Mais globalement, sur les espèces qu'on a apportées volontairement, il y avait toujours un intérêt. Ça peut être un intérêt piscicole. Les pêcheurs ont importé directement l'écrevisse de Louisiane, l'écrevisse américaine, la perche soleil, continuent d'apporter des espèces, le black bass ou des espèces comme ça, continuent d'être apportées volontairement parce qu'il y a un intérêt pour une catégorie de personnes, sans en voir la mesure. Les écrevisses, à l'époque, c'était la disparition des écrevisses autochtones, les écrevisses à pattes blanches, insecticides, de l'agriculture intensive qui se développait. Et il y a un type génial qui s'est dit on va essayer l'écrevisse américaine parce qu'elle est vachement plus résistante. En Amérique, ils en ont toujours. Et l'écrevisse, les 2 écrevisses, à pattes rouges et l'écrevisse de Louisiane, ont pris la place de l'autre qui était déjà mal en point. Et voilà. Donc c'est assez variable et c'est vraiment pour des raisons multiples. Après, sur les corneilles et les corbeaux, c'est effectivement quelque chose qui revient sans arrêt. Puis comme moi, je suis le monsieur qui s'occupe des arbres et qui plante des arbres, on me demande de tailler les arbres, parce que s'il n'y a plus de branches sur les arbres, ils ne peuvent plus faire leur nid. Et c'est ça la demande. C'est pas débattu. C'est pas des tirs au nid qui sont heureusement interdits. Hein. Voilà, c'est effectivement, c'est ça. Et je dis systématiquement, oui, effectivement, vous vous plaignez, et souvent, avant qu'il y ait une réunion publique sur un sujet, on fait un tour dans le quartier parce qu'on a le projet, on sait à peu près ce qu'on veut présenter. Et moi, c'est une manie de naturaliste et en plus forestier, donc j'ai 2 handicaps. Quand je regarde, je compte le nombre de nids, voilà, des choses comme ça. Et souvent, c'est dérisoire. On n'est pas sur une centaine de corbeaux, on n'a pas de très grosses corbetières dans Villeurbanne ou dans Lyon. Elles sont en périphérie, elles sont à Bron, c'est que quelques-uns, mais les gens trouvent ça insupportable. Alors que les gens ne trouvent pas insupportable que dès 5 heures du matin, il y ait des camions dans les rues qui font du bruit. Les gens ne se plaignent pas de ça. Donc c'est vraiment... Et après, il y a aussi une perception par rapport à l'âge. C'est vrai que c'est souvent plutôt les personnes âgées qui vont se plaindre de présence de corvidés que de jeunes. Et des fois, si on laisse faire dans la salle, ils vont s'engueuler. Alors, on n'est pas là pour que les gens s'engueulent. Voilà, on prend notre part et on est là plutôt pour engueuler les élus dans une réunion publique. Alors, merci beaucoup. Allez-y rapidement. Juste rebondir rapidement, qu'il y a aussi la problématique qu'il y a des espèces exotiques envahissantes où il est autorisé de les élever. Donc, ça avait été cité tout à l'heure sur la vente aussi.
La vente également, la Les commercialisation, tortues, donc c'est un vrai problème, j'en en parlais justement. Donc ça avait été évoqué, donc la question des ragondins et des visons d'Amérique pour la fourrure, où il y avait de l'élevage. Alors on s'est battu et on a réussi à avoir une loi adoptée en 2021 qui interdit maintenant l'élevage de visons pour la fourrure, mais en tous les cas, avec ce type d'élevage, il y avait des animaux qui parvenaient à s'évader, et puis ensuite on a décrété qu'elles étaient espèces exotiques envahissantes. Et puis sur les animaux de compagnie aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est légal d'acheter dans des animaleries des tortues de Floride, des perruches, etc., alors qu'elles sont classées espèces exotiques envahissantes. Et qu'ensuite, il y en a qui vont s'en débarrasser parce que finalement, ça ne leur plaît plus. Ils vont les mettre, par exemple, au parc de la Tête d'Or et on va se dire qu'après, elles sont espèces exotiques envahissantes. Donc, il est urgent d'interdire l'élevage de ces espèces-là en priorité et la commercialisation, si on veut être un minimum cohérent. Pareil pour les espèces de poissons. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les pêcheurs de loisirs achètent massivement pour empoisonner, par exemple, des black bass qui ne sont pas endémiques en France. Est-ce qu'on va venir nous dire dans 5, 10, 20 ans qu'il y en a trop qui se reproduisent? Et voilà. Donc, il y a un problème de cohérence aussi. Et c'est surtout au niveau du gouvernement, c'est à eux d'agir pour interdire l'élevage et la commercialisation. Merci beaucoup pour ces éléments. Une dernière chose, il y Très a, rapidement, s'il vous il y a plaît, beaucoup de soyez pets concise. qui sont vendus ou qui sont achetés parce qu'ils sont bizarres, c'est pas parce qu'ils sont mignons. Merci beaucoup. Alors, on va clore cette conférence. Merci beaucoup à tout notre public d'être venu. Merci beaucoup à tous nos intervenants de s'être même déplacés depuis Paris, pour certains d'entre eux. Merci à l'organisation aussi, parce que sans vous, on ne serait pas là, en fait. Merci beaucoup. On remercie aussi... On remercie aussi nos professeurs, Monsieur Duvetter et Madame Q, qui nous ont encadrés pendant la préparation de cette conférence. Et puis tous nos camarades de classe qui, avant nous, ont fait des conférences de très grande qualité. Donc merci à vous tous. Bonne soirée. Merci.